Je suis François Moretti, vous écoutez La Voix des Bulles et continuez de l'écouter. Bonjour et bienvenue au One Club, podcast BD mensuel qui se met à poil. Bonjour à tous, bonsoir même, car il est 21h01. Nous sommes sur Synops Live pour parler pendant près de 2 heures de bande dessinée. Et pour m'accompagner, j'ai face à moi le grand, le beau, celui qui va dire plein de mal sur nos auditeurs en commentant leurs commentaires. Tizak. Welcome. À ma droite, mon bras droit, celui qui m'accompagne depuis le début de cette émission. Son bras droit. Thio. Et mon bras droit aussi. Non mais en même temps, moi j'ai pas eu la même présentation, c'est un truc classe et tout, le plus. Ouais, moi j'ai Mon bras droit, Non, c'est t'es le classe. bras droit, toi tu déconnes ou quoi? Moi je suis rien, moi je suis le bouffon là, vas-y. On est là pour un long moment, j'espère que ce ne sera pas trop long, et nous allons vous parler donc d'un programme, un petit express, on va vous parler de séries qu'on suit depuis un moment et qui en sont au tome 9, 10, 18. Nos chroniques seront consacrées à Scandalon, le nouveau Julie Marot, à Diagnostic, à l'Atelier Mastodonte, à Mort et Entêté. Notre splash page mettra en avant le travail de François Moretti sur Burlesque Grill, Monsieur François Moretti. avec une jolie interview que mes compères ont fait en mon absence et je bisque. Puis nous donnerons carte blanche à Antoine qui reviendra sur l'arrivée du manga en France dans la deuxième partie de son intervention, que vous avez laissé sur un beau cliffhanger la dernière fois. Une petite rubrique online, on parlera un petit peu des nouveautés qui sont arrivées sur Sponge Comics et un petit peu de nouveautés sur Mauvais Esprit. Enfin, le Dr Tizak dira du mal de vous parce que c'est un enfoiré. Non, pas de tout le monde, mais quand même. Et puis il sera temps de nous quitter. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. pas encore. Attends, vas-y, on commence. Je voulais commencer en vous parlant d'une initiative que j'ai trouvée assez sympa, qui est le projet Zéphyr, qui est une vente aux enchères pour pour soutenir la recherche sur la mucoviscidose. Ouais, pour promouvoir la mucoviscidose, ça peut être sur la muco. Je me suis rattrapé. Tous debout. Au premier rang, enfin non, au dernier, enfin, merde. Donc ça va se passer à Océanopolis à Brest, et donc il va y avoir des expositions de nombreuses planches, des auteurs ont prêté des planches, et certaines de ces planches seront en vente, ce sera le 23 novembre 2013, et il y a une liste d'auteurs présents assez faramineuse, je pense à Arthur de Pince, François Moretti d'ailleurs sera sans doute exposé, qui en avait d'autres, le dessinateur de la licorne, Emmanuel Lepage, vous pouvez acheter une planche d'Emmanuel Lepage, et ça... Garnido. Garnido. Qui ça? Je ne connais pas. Garnido, un mec qui doit sortir une BD bientôt. En novembre. Là, qu'on attend. Bref, voilà, si vous pouvez aller jeter un œil sur la page du site, c'est zephyr, zefhir.fr. Il y a toutes les informations, et franchement, ça a l'air vachement bien. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ouais. Le prix des planches, il le Je donne ne un sais peu ou pas, pas c'est du la tout? vente aux enchères, j'ai pas regardé le prix, je sais pas Ouais, s'ils mais le sont prix de accessibles. départ quoi. Je ne sais pas, j'ai pas été... Bon, il y en a C'est qui sont l'investigation exposés, jusque-là. il y en a qui sont à la vente, voilà. Faut être collectionneur en général pour s'offrir une planche d'auteur de BD. Et riche. Quoique, ça dépend des auteurs, hein. Il y en a des moins connus que d'autres qui sont moins bankable, mais qui ont tout de même beaucoup de talent. Voilà, c'est dit. Putain, il dit du bien. En express, nous avons commencé par vous parler de Invincible, les tomes 9 et 10. Oui, on avait du retard, on l'a rattrapé un peu d'un coup. Invincible continue à suivre les aventures de Mark Grayson, un jeune super-héros dont le père était un super-héros super balèze, qui en fait était un espion d'une race extraterrestre venue pour préparer la Terre à être envahie. Mark a poutré la gueule de son père quand il l'a appris, l'a foutu dehors, et depuis essaye de se démerder. Il bossait pour une agence gouvernementale, mais il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas très clairs, et qu'ils avaient tendance à embaucher aussi des méchants parce qu'ils pouvaient les aider dans leur but, et il n'est pas trop content. En plus de ça, il a récupéré le jeune rejeton de son père, donc il a un demi-frère, qui est un demi-frère de 2 races extraterrestres, qui a une particularité, c'est qu'il grandit très vite. Parce qu'il est né d'une maman d'origine insecte. Voilà, il grandit très très vite, il a aussi beaucoup de pouvoir, et il fait peur ce môme parce qu'on sent
que les principes de morale, ça va pas être exactement son truc. C'est ça. Et puis comme il grandit très vite et qu'il devient très vite très très fort, incessamment sous peu, il risque de coller une rouste à son grand frère. Je pense que c'est un thème de prédilection chez Robert Kirkman. On va reparler tout à l'heure quand on va parler de Walking Dead. Du frit en famille. Ouais, non mais tu sais, du petit jeune qui grandit trop vite. Ouais. Voilà, il doit y avoir beaucoup de peur là-dessus. Qu'avez-vous pensé de ces 2 tomes ? Oh, du très bon. La partie vie personnelle aussi de Marc avance. Oui, il est toujours entre 2 copines. Il sait pas Non, trop... il est plus. Oui, il est plus entre 2 copines. Il Et est d'ailleurs, avec, sa Eve. nouvelle copine, voilà, il est avec Atom Atom Eve. Eve. Et sa nouvelle copine accepte finalement qu'il ait conservé quelques liens avec son ancienne petite amie. Oui, Ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est une série toujours très bien dessinée par Ryan Otley. Toujours avec des tonnes d'arcs qui se mélangent et toujours plein d'amorces, c'est-à-dire qu'on voit que Robert Kirkman n'arrête pas de lancer des petites pistes d'intrigue qu'il développera plus tard. C'est très frais, c'est très plaisant, et donc je ne peux que le recommander. Oh oui. Invincible, tome 9 et 10 chez Delcourt. On reste avec Robert Kirkman. Et Walking Dead, tome 18, Lucille. La bande de Rick, le héros de Walking Dead, s'est un peu fait pourrir la face par la bande de Negan. Non, de B.B. King. B.B. King. Lucille. Ouais, Lucille. Ouais. Donc de Negan et de sa batte cloutée qu'il utilise pour corriger les gens qui sont pas d'accord avec lui. Et on découvre un peu le fou furieux de Negan, qui est une sorte de nouveau gouverneur en plus fou. Complètement barge, ouais. Voilà, mais qui quelque part arrive à maintenir sa communauté avec des principes moraux un peu limités. Oui, il tient il tient la barre, quoi. Il y a pas de souci. Maintenant, c'est quand même un petit peu douloureux, quoi. Quand on suit ses règles, les gens sont heureux. Je veux dire. Ouais. Donc, Rick a fait genre, bon d'accord, on t'écoute et on se fait petit, mais bien entendu, dès les premières planches de ce tome 18, en fait, c'est pas vrai, il faut bien se rebeller. C'est ça, il fait le dos rond pour dire, voilà, je laisse passer l'orage et puis après je reviendrai. Sauf qu'il peut pas trop le dire aux autres parce qu'il a pas envie que ses plans se fassent repérer, donc il passe un peu pour une mauviette, les gens commencent à le remettre en question en tant que chef de sa communauté. Et il rame, et c'est toujours aussi dur, toujours aussi noir, et il y a un peu d'intérêt qui revient dans la série, je trouve. On sent qu'il commence à y avoir de plus en plus de groupuscules qui vont s'allier, on arrive à un niveau un peu plus haut, c'est-à-dire maintenant c'est vraiment des groupes qui interagissent entre eux, et c'est plus juste... je pense qu'on a vraiment quitté le stade du survival horror, quoi. C'est vraiment, on est arrivé comme... Du post-apo avec, voilà, on essaye de reconstruire vraiment une vie après. Et franchement, c'est toujours bien foutu. Le dessin de Charlie Adler, toujours très sombre, un peu jeté. Bon, il se fait ses planches à l'américaine, donc il en fait un paquet, il arrête pas. Et en plus, il va à des festivals et il fait des signatures, donc je sais pas comment il fait. Franchement, c'est bien sympa. Par contre, c'est pas drôle. Si vous voulez rire, lisez plutôt Invincible. Il y a des scènes plus rigolotes. C'est plus frais. Là, c'est pas frais du tout. Là, ça sent un peu la charogne. C'est clair. Non, en plus, là, il y a. Par contre, moi, il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est que certains personnages, du coup, devraient tenir rancœur à Rick de certaines choses et une petite explication, une tape dans le dos et ça y est, quoi. Ils ont tout oublié. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est un personnage qui est introduit vers la fin du tome, donc j'en dirai pas plus, qui est un peu over the top, je trouve. Ils ont fait un peu trop des tonnes comme personnage. On sort du côté un peu crédible, il est à la limite de l'incrédibilité. C'est normal, il est mort à 33 ans et il est revenu, quoi. Hein, quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas eu les mêmes BD, là. Donc voilà, The Walking Dead, le tome 18, Lucille, toujours chez Delcourt, et c'est toujours très bien, une série à suivre, si vous ne suivez pas la série. C'est pas toujours très bien, je trouve qu'au contraire, là le 18 relance un peu la série. Moi le 17 m'avait pas trop emballé, 16-17 ça a été un peu dur, et le 18 c'est bien. Et les rumeurs disent que Kirkman prend une bonne voie sur la suite, et que la série arrive à se renouveler, ce qui n'est pas évident après autant de tomes sur une histoire de gens qui survivent à une invasion de zombies. Nous allons entamer les chroniques, mais je vois Tizak qui est en train de s'affairer sur le chat. Il se passe des trucs. Non, il s'affaire pas sur le chat. Non, en fait, il est en train d'écrire son courrier personnel. Il fait sa chronique. Excuse-moi, je suis en train d'écrire aux impôts là. C'est ça. Donc, il se passe quoi sur le chat ? Donc, tu en sais rien. Voilà, toi. Mais je peux pas être partout. Au four au moulin, en train de faire de la tarte aux pommes et compagnie. Ok. Donc, nous allons parler de Scandalon, le nouveau Julie Marot. Nous attendions avec impatience le nouveau Julie Marot, dont nous avions énormément apprécié. Le bleu est une couleur chaude.
Bien que, on l'avait dit, il y avait quelques maladresses dues à sa jeunesse, au fait que on voyait que c'était un auteur qui débutait et que parfois il y a quelques maladresses, mais qui étaient largement contrebalancées par un scénario très fin et très bien écrit. Scandalon, mais qu'est-ce que ça nous raconte, mon cher Otio? Moi, je pensais demander à Tizak, en fait. Mais Tizak, il est au four, au moulin et à la pêche. Oui, alors là tout de suite, si tu veux, je suis en train de regarder sur le chat et justement il y a Randall qui râle un peu parce qu'il y a des coupures sur le son. Alors, Il y a des coupures sur le son. Ah là 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 là, on va essayer de parler un peu plus près des micros, c'est assez bizarre. c'est ça. Je Nous pense- pour l'instant, moi sur je garde le graphe Oui, sous les mais- yeux, et il n'y a pas de soucis chez nous là, a priori. Ça vient Donc, sans doute du Mumble qui ne doit pas être super bien configuré parce qu'on est des nazes. Donc, Thio, qu'est-ce que ça nous raconte? Scandalon va nous raconter l'histoire du chanteur. Ah, là, j'ai plus le nom du groupe, forcément, c'est normal. Ça va Tu vas leur ça trop bien. Le chanteur donc d'un groupe qui est en train de monter, qui est en train d'arriver au succès, et en fait, ce chanteur est en train de tomber dans à peu près tous les démons possibles, imaginables, l'alcool, la drogue, la violence. Et l'histoire, c'est de suivre cette longue descente aux enfers. Voilà, sans aller plus loin. Oui, disons que le chanteur fait le choix, d'une certaine façon, De s'autodétruire. de s'autodétruire, de donner son âme au diable. D'ailleurs, au début, je me suis demandé s'il n'y avait pas une part de petit côté mystique avec je donne mon âme au diable pour qu'il me donne la richesse, le pouvoir sur les gens, sur mon auditoire, des textes magnifiques et mélodieux à sortir. Et finalement, bon, c'est un petit peu ce qui se passe, sans forcément qu'il donne son âme au diable de manière totalement réelle, mais c'est ce qui se passe en tout cas dans sa vie. La façon dont il va s'autodétruire, en tout cas, c'est exactement ça. Ouais, mais sans avoir quand même des fois la part de génie que tu peux attendre. Parce qu'il y a une scène d'un concert où il chante n'importe quoi et les gens sont en transe, quoi. Et... Ouais, mais alors Justement, parce que voilà, ça fait justement partie de la petite forme d'introspection qu'il se fait pour se prouver à lui-même, pour prouver à son auditoire, pour prouver à ses camarades du groupe que finalement, quoi qu'il chante, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est rentré dans un système où il est déifié. Et finalement, il peut chanter de la merde, raconter n'importe quoi, et les gens vont trouver ça absolument génial et le suivre dans cette voie-là. C'est vraiment le côté mouton de panurge de son public qui, à un moment donné, le dégoûte, le débecte de la démarche artistique dans laquelle ils étaient tous rentrés tous ensemble au départ. Même il a perdu tout le reste du groupe aussi. Hein. Mais oui, mais c'est-à-dire que ça donne un petit peu l'impression que le côté groupie le dégoûte tellement qu'il en vient volontairement à faire n'importe quoi pour montrer que c'est ridicule. Ils sont sortis de... Ouh, ça bibliope. Ils sont sortis de la démarche artistique, ils sont sortis de la création. Il y a Pipier qui nous fait quoi? Oui, c'est Randall qui vient de cliquer dans la chatroom. Mais que se passe-t-il? Oula, mais on bip chez nous, Pierrick, il y a un problème. Oui, Arrêtez de biper. arrêtez de biper chez nous. Bon, allez, on continue. Et donc voilà, bref, c'est d'une certaine façon, il essaye de dénoncer l'idiotie, la bêtise profonde de l'auditoire, et finalement, cette bêtise-là discrédite totalement le travail que eux peuvent essayer de mener. Pierrick, je sais pas à quoi t'as touché, mais là, c'est n'importe quoi. Ça bip chez vous aussi sur le chat, dites-nous. Non, c'est Randall qui a cliqué. Il s'en va, c'est bien. Hop, continuez. Ça bipait, c'est normal. Randall était passé. J'ai oublié de couper le son des gens qui arrivent sur Mumble et des alertes. Ah, Je fais n'importe quoi. Mais Oh là ça là. se passait trop bien aujourd'hui, Eh oui, ça se passait techniquement. trop bien. Donc voilà, bref, Scandalon, c'est et puis ça bip pas pour eux. C'est une belle une belle démarche artistique, une belle démarche au niveau du scénario, j'ai trouvé, qui va un petit peu à la rencontre d'une star montante du rock qui se pose des questions sur la valeur de cette célébrité. Est-ce que le scénario, voilà, t'a convaincu jusqu'au bout de la manière dont il est mené? Enfin, je vois pas comment est-ce que la fin aurait pu être différente finalement. Ouais, mais moi, ce qui m'a le plus intéressé finalement, c'est la petite lettre de Julie Marot à la fin, en fait, le texte en lui-même, qui était pour moi, je trouve qui m'a plus interpellé finalement que tout le reste de l'album. Bah, Oui, il y a alors. une grosse recherche autour de la mythologie C'est sur ça, le thème. oui, Ça oui. se voit Alors, sur la couverture. C'est au-delà de la mythologie. Pour le coup, moi,
justement m'a un peu... en fait, il y a une démarche intellectuelle très très forte dans l'album qui, moi, m'a fait que j'ai eu du mal à rentrer dans l'album parce que je cherchais à analyser non-stop et ça m'a un peu perdu parce que j'avais pas les références qu'il fallait pour comprendre toute cette démarche et ça m'a empêché d'apprécier l'histoire qui, si j'avais pas su qu'il y avait cette démarche intellectuelle, m'aurait moins bloqué. Ouais, c'est pas même non. Moi, je trouve que, à l'inverse, Non, c'est clair, d'accord, ok. Non, c'est Je pas sors. clair, mais c'est pas clair, mais je dirais moi ça m'a. L'histoire, voilà, j'ai suivi le fil tranquillement, mais ouais, comme tu disais, Tizak, c'est que à la fin, la fin pour moi est évidente dès le début presque. Mais l'intérêt, tout l'intérêt du livre finalement pour moi ça a été ces 2 petites pages à la fin où on a une grande explication quoi. C'est rare hein, qu'on ait l'auteur qui peut revenir sur toute sa démarche. et en fin de tome. je trouve ça vraiment génial parce que, à l'inverse de toi, moi j'ai lu toute l'histoire comme une histoire proposée, et à la fin, et c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est qu'on a fini de lire l'histoire, on se pose des questions sur le pourquoi du comment, les intentions de l'auteur, machin, etc. Et là justement, on a des clés qui arrivent directement parce que Julie Marot nous explique toute sa démarche. Dans quel état d'esprit elle était lors de cette création-là, les lectures qu'elle a pu faire, et on a une jolie petite bibliographie à la fin de différents psychologues, psychanalystes, sociologues et compagnie, de grands noms, hein, bien évidemment, elle n'est pas allée pêcher les petits recueils perdus au fin fond de la bibliothèque, hein, elle est restée elle a traversé les grandes œuvres et les grands auteurs. C'est cette démarche-là d'explication à la fin du bouquin, je trouve, est vraiment géniale. Ça évite au lecteur de passer totalement à côté de l'intention de l'auteur. Si finalement, on trouve que cette démarche intellectuelle, c'est bien gentil, mais c'est pas ce que je recherche en lisant la BD, on s'en fout. Tu as lu la BD, tu t'es amusé, tu as pris du plaisir en lisant la BD, et tu en restes là. Par contre, si effectivement la démarche de l'auteur t'intéresse, et ce qu'elle a voulu dire en expliquant, en racontant l'histoire de cette façon-là, te donne vraiment de gros éclaircissements sur ce que tu viens de lire. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. En fait, il y a ce côté de 2 niveaux de lecture. C'est-à-dire que je pense que c'est le bouquin, il faut le lire en omettant de lire toutes les préfaces, les préparations, les trucs qui vont t'enseigner. Tu le lis tel quel. Et si vraiment ça t'intéressait, s'il y a des trucs qui t'ont intrigué, tu peux commencer à lire tous les textes qu'elle a mis autour, à t'intéresser, à même aller plus loin en lisant les bouquins dont elle parle dans sa bibliographie, etc. On va revenir un peu sur le dessin, parce qu'on a beaucoup parlé du scénario, qui est le cœur de l'ouvrage, mais le dessin, quand même, c'est plutôt sympa. Non ? Ah oui, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'énergie. Ça m'a fait un petit peu penser sur certaines planches ou certaines cases à de la peinture, je ne me rappelle plus exactement le terme, mais qui est basée sur de l'énergie. Le futurisme. Non. C'est pas le fauvisme. Ouais, non, parce que le fauvisme, c'est de mémoire, hein, c'est uniquement au niveau des couleurs. Moi, ça me fait penser à ça en fait, au niveau des couleurs. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une recherche une mise en énergie du coup de pinceau, du coup de crayon. Enfin, vraiment, on était dans cette démarche de donner la colère, et que le sentiment de colère est très bien rendu tout au long du bouquin. Et à la fin, voilà, les quelques dernières planches, les quelques dernières cases, on va pas raconter plus que ça, mais il y a un changement du coup d'humeur du chanteur, du héros principal de cette histoire. On est d'une part sur des tonalités très différentes, sur des couleurs différentes, et cette énergie-là disparaît. Toute cette énergie négative, toute cette colère envers le public, envers le monde de la musique, etc., disparaît, et on est sur des choses beaucoup plus apaisées. Je sais pas si tu as ressenti la même chose, Matt. Clairement, oui. Moi, je trouvais que le dessin s'accordait énormément avec l'émotion de l'instant. Oui, puis elle a choisi de en plus par rapport au bleu est une couleur chaude, elle est partie dans des ocres, des rouges. Il y a quelque chose vraiment qui est très joli là-dessus. Mais là où je rejoins Mathieu, c'est le côté fauvisme, effectivement, au niveau des couleurs, la description des visages. On est tout à fait dans ce genre de tonalité, les contours, les traits, on est vraiment là-dedans. Donc, un album qui vous a convaincu par le scénario et le dessin. C'est pour qui ? Moi, j'ai mis les fans des stars disparues. Ouais. Oui, c'est pas et celle à disparaître.
Ouais. Non, après, il y en a qu'on voudrait. Enfin, J'avoue que moi j'ai pensé à Jim Morrison et à Bien Bertrand sûr. Cantat en C'est le évident, disant. c'est évident. Graphiquement, le personnage fait penser C'est à une évident. sorte de mix des deux. c'est évident. donc, Complètement. C'est l'énergie destructrice, la folie de l'artiste. On est complètement là-dedans. Et puis bon, après, c'est les dérives qui arrivent avec la scène, le monde du spectacle, les tournées. Voilà. Moi je dis que ça recommandé à ceux qui veulent devenir célèbres. c'est une bonne leçon pour dire bon, ouais, on va peut-être faire gaffe. Parce que franchement, sinon ça craint. Voilà. Bon, petite remarque de Julien83 qui en petit commentaire nous dit pourquoi besoin d'un texte de socio-psycho qui ne sert à rien? Le lecteur serait-il bête? Bah, le lecteur est pas forcément bête, mais on n'a pas forcément les références qui ont permis de construire la bande dessinée, je pense. Moi, c'est surtout ça. On n'a pas forcément cette culture-là. Et ça permet, si on a envie d'aller plus loin, de les avoir. Alors effectivement, c'est le genre de truc qu'on mettrait en bonus DVD, ce que disait Merton sur le chat. Sauf que là, ils les ont mis tout de suite dans la version cinéma, on va dire. Ils n'ont pas attendu de faire une réédition pour le faire. Et je trouve ça plutôt pas mal. Après, on n'est pas obligé de le lire si ça nous gonfle. C'est voilà, clairement quand moi la première fois où là j'ai lu l'histoire et ensuite j'ai lu le texte à la fin. L'histoire se suffit en elle-même, mais c'est vrai que j'ai trouvé que la lettre, je dis une lettre, mais Oui. le texte apporte, je trouve, beaucoup de compréhension vis-à-vis du travail de Julie Marot. Et alors c'est pas que le lecteur est bête, mais je trouve que c'est un petit plus, c'est un petit peu comme des bonus qu'on a des fois dans certains bouquins où l'auteur va expliquer comment est-ce qu'il a dessiné, comment est-ce qu'il a fait sa recherche, d'où est venu l'idée du scénario, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Enfin, Merton parlait des bonus de DVD que l'on peut Oui, voilà, retrouver ça, quand ça. il y a les interviews, commentaires Comme, du réalisateur ou du ou scénariste. comme Milady faisait pour certains bouquins où tu avais vraiment un gros bonus à la fin avec une interview et une explication. Moi je pense que c'est vraiment de cet ordre-là en fait. Oui, ça apporte vraiment quelque chose en plus à la lecture. Si on a envie, on n'est pas obligé de... Je pense que tout le monde ne regarde pas les bonus des DVD. Clairement. Voilà. Diagnostic. Diagnostic qui est sorti chez l'éditeur Tanibis. Une bande dessinée de... Sors-moi les noms que j'ai pas sous la tête. Diego Agrimbo. Lucas Varela. je crois, et Lucas Agrimbao. Varela. Lucas Varela, on le connaît parce qu'on avait parlé Pinocchio. de son Pinocchio qui était quand même hallucinant, débile et drôle. Là, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus posé. Mais toujours quand même hallucinant. Toujours hallucinant. Le LSD, il se le produit lui-même ou il se fait livrer? Je ne sais pas. En gros, le scénariste est parti sur des sur des problèmes mentaux et a essayé d'écrire une histoire courte autour de chacun de ces problèmes mentaux Enfin, problèmes mentaux ou physiques. Hein. ou physiques. Oui. Des maladies un peu rares. Oui, problèmes de perception, qui provoquent en général des trucs, des maladies un peu rares qui existent apparemment. Et Lucas Varela, lui, a essayé de retranscrire ça graphiquement, ce qui n'est pas toujours évident et ce qui part un peu en vrille. Donc on a, je sais plus, il y a 6 histoires, je crois. Sur 6 maladies. 6 maladies, toutes très différentes. Vas-y, cite-en une, je les ai plus en tête. T'as la gnosie, tu as la claustrophobie. À replacer dans le Scrabble, celui-là. Ouais, gnosie, c'est la classe. La synesthésie, Ah, la synesthésie. l'aphasie, la kinétopsie La kinétopsie. Bon, il y a toujours un petit descriptif de ce que c'est. et la prosapagnosie. Pagnosie. Oui, Pagno. Pagno. Donc, C'est du grec, à Pagnos. C'est des trucs de médecine. Donc il commence toujours par une petite planche où on a, vous savez, ces personnages, on va pouvoir les habiller en découpant les trucs pour les coller dessus, qui représente le personnage et qui permet un peu de voir son univers et son environnement. Et qui est assez rigolo pour le coup, souvent. Et ensuite, on a ces histoires qui sont très variées. On est souvent proche de l'histoire d'horreur, du thriller, parce que c'est des personnages qui ont des gros problèmes. Et surtout, il y a un travail sur la mise en abîme, parce qu'il travaille beaucoup sur la forme, comment gérer cette bande dessinée pour raconter cette histoire-là, qui est assez bluffant parfois, parce que rien que sur la première histoire, sur les problèmes de perception de la réalité, il y a une dernière planche qui nous montre ce qu'est vraiment la réalité, et c'est assez fabuleux. On retrouve tous les éléments du délire qu'on a cru lire avant, et ça rend tout cohérent en fait. Voilà. Thio, Non, moi j'ai lu ça assez rapidement, enfin ça se lit très vite. Hein, Oui, ça se lit mais, très très vite, oui. C'est complètement halluciné. Moi j'étais surpris justement par les dessins et réussir à retranscrire
cette maladie, cette espèce de, cette folie, on va dire, parce que bon, pour certains, je pense que ça doit quand même rendre totalement fou les problèmes de vue ou de non reconnaissance d'objets ou de voir que le mouvement ou pas le Une mouvement. évolution en plus là, dans la folie. C'est au niveau du dessin, c'est vraiment une retranscription qui fait mal à la tête, mais qui est très 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 intéressante. Et au niveau du travail de l'auteur, moi j'ai été vraiment surpris parce que c'est chaque nouvelle maladie, on rentre dans un nouvel univers, on rentre dans un nouveau truc barré, et d'une certaine façon, j'aurais pensé que ça puisse être un recueil en fait, c'est-à-dire plusieurs auteurs, on leur explique l'idée générale du travail sur l'ensemble du bouquin, et que plusieurs auteurs s'attribuent une maladie et travaillent indépendamment chacun dans leur coin, parce que je trouve que chaque maladie est vraiment dans un univers totalement différent, et il y a vraiment un travail énorme, je trouve, de déplacement d'univers comme ça, arriver à recréer une idée complète d'univers pour présenter la maladie. Je trouve que c'est un boulot qui est titanesque en termes d'imagination, parce que chacune des idées est vraiment excellente. Et j'aurais pu penser que justement ce soit le travail de plusieurs auteurs différents. Là, c'est le même auteur qui s'est démonté la cervelle pour arriver à trouver ça. Ouais, et puis il joue sur des genres. Il y a du polar noir, il y a vraiment de l'horreur, il y a du psychédélisme. C'est par exemple, il y a une histoire, c'est une enquête. Le personnage principal arrive à percevoir les sons du passé. Ouais, ça c'était génial. Ça c'était vraiment Et absolument donc, génial. on voit les onomatopées en fait qui sont représentées. Il y a un jeu sur l'onomatopée qui est très bien foutu dedans. On est vraiment dans le polar noir. Voilà. Bon, on est revenu sur le principe de l'album qui est vraiment bien foutu et intelligent. Le dessin, on en a un peu parlé justement. Lucas Varela essaie à chaque fois d'adapter un petit peu son style graphique, même si on reste dans une ligne claire, assez simple, assez très lisible. Bon, déjà, il y a cette mise en page qui est énorme. Mais il essaie vraiment d'adapter le style à l'ambiance qu'il va créer. Puis il y a un travail de la couleur aussi assez minimaliste. Il utilise vraiment souvent de la bichromie en fait. Il travaille souvent que sur 2 couleurs. Il n'utilise pas le spectre complet. Et c'est plutôt convaincant. Le fond et la forme marchent vachement bien ensemble en fait. Moi c'est ça qui m'a plu parce que c'était vraiment casse-gueule comme sujet. Et puis la forme justement avec ce choix de couleurs tronquées nous met un petit peu aussi dans la peau d'un personnage qui a une forme de handicap. Oui, parce que tu vois pas tout. Tu vois pas tout. On se retrouve assez bien placé, je trouve, dans la peau des différents personnages qui subissent ce handicap de plein fouet dans leur vie, quoi. C'est pour qui ? Des étudiants en médecine. Moi j'ai mis les fans de Doctorissimo. Doctissimo. Doctissimo, j'avais plus le nom en tête, mais bon, j'y vais pas trop souvent. Ah ouais. Bah moi je pense que c'est aussi Même pas pour les massages tantriques. Non, ça c'est ton cadeau d'anniversaire. Justement, je lance un petit appel. Si quelqu'un connaît une masseuse tantrique sur Marseille, c'est bientôt l'anniversaire de Tizak et justement on voudrait lui offrir ça. Donc Voilà. Bon, Alors, quand même beaucoup plus intéressant, Randall Flagg qui précise que les premières pages sont dispo sur BDGest. Voilà, ça vaut le coup pour se faire une idée. Moi, je dirais aussi que c'est pour tous ceux qui aiment les exercices type Oubapo, en fait, parce qu'on est vraiment dans ce type d'exercice-là. C'est ça. Une contrainte forte, intéressante, mais qui est très très bien gérée et très intelligemment menée. L'atelier Mastodonte. L'atelier Mastodonte est à l'origine une série de strips publiés dans Spirou Magazine. C'est l'histoire d'un atelier fictif avec des auteurs réels. Fictif, ils n'ont pas vraiment vécu Ils n'ont ensemble. pas vraiment fait un atelier. C'est-à-dire qu'on a les auteurs, pas forcément que de Spirou, donc c'est la bande, c'est des auteurs. Donc il y a Louis Trondheim, Guy, donc connu pour plein de choses. Il y a Johan, il y a Julien L. Voilà, Guillaume Bianco, Thébault qui rapplique au bout d'un moment, Stan Evans font un petit passage, donc plein d'auteurs vraiment sympas. Il y a Alfred aussi, je crois. Ouais. Donc plein d'auteurs vraiment sympas indépendamment et qui s'amusent. Pedrosa aussi. Oui, Pedrosa. Accessoirement. Et qui s'amusent à raconter une sorte de vie commune. de vie commune d'atelier, comment ils s'organisent, comment ils vivent ensemble. Toutes les petites misères qui peuvent arriver à un auteur de BD, dont un super passage sur Angoulême, avec les connus et les pas connus. Parce que Guillaume Bianco, lui, c'est un petit, même si je crois qu'il commence à bien cartonner quand même, mais c'est un petit loser à côté de Trondheim qui, lui, fait partie du jury quand même, d'Angoulême. C'est la classe. Donc, et ils s'amusent, en fait, à se faire des strips où ils se répondent souvent, en fait. On a l'impression que c'est une sorte de
d'impro total, où ils envoient chacun un strip, l'autre va faire je vais faire un strip en réponse, Thébo va faire un caca, et ainsi de suite. Est-ce que Thébo fait des caca? Ça, c'est moche quand même, ouais. Là, il vient quand même de flinguer une partie de l'intrigue principale. Bah, Thébo, c'est vrai que c'est l'auteur de Captain Biceps. Putain, il nous a défoncé les oreilles. Ouais, oui, mais on peut pas le dire le nom de la série sans crier, c'est Ouais, comme ça. Lui aime beaucoup l'humour pipi caca, est reconnu pour ça, et il joue beaucoup là-dessus, parce qu'il y a une auto-caricature des personnages. Trondheim a l'air vraiment pas très sympa. non, c'est pas qu'il a pas l'air sympa, c'est qu'il fait peur à tout le monde. Ah ouais, non, mais c'est le mec, là, si je devais l'interviewer, j'aurais peur, en fait. Je le ferais parce que je passerais pas à côté, mais j'aurais peur. Moi, c'est Julien Nel, parce que je suis pas sûr de réussir à parler à sa interviewer. chaussette. Ouais, c'est ça. Parce que Julien Nel a une chaussette qui parle. Mais Thébo, il a un slip qui parle. Oui, mais c'était beau. Donc, série de strip, humoristique, complètement débile, vie d'auteur. Ça peut... c'est comme les strips, c'est comme toutes les séries de strips. Normalement, lire tout d'un coup, ça peut être vite l'overdose. Moi, ça me l'a pas fait. Non, mais parce qu'ils se suivent. Et parce qu'ils se répondent. Voilà, parce qu'ils se répondent. Tu as une histoire, en fait, qui va se créer au fur et à mesure. Oui, mais c'est un petit peu comme si tu regardais les séries sur M6 ou c'est un caméra café, machin, quoi. voilà, les caméras café. Et c'est comme si tu te matais tous les 4 heures de DVD d'un seul coup, si tu veux, à un moment donné. Ouais, Voilà. mais pour Kaamelott, tu l'as fait. Ouais. Mais voilà, donc du coup, c'est pareil. Non, mais c'est ça, Non. c'est... Moi, j'ai trouvé ça... Enfin, je l'ai lu d'une traite, quoi. Je me suis régalé. Drôle. Et puis ils ont placé des gags de partout, De partout. sur la couverture, sur Sur la protection sur- qui entoure oui. le bouquin, d'ailleurs, c'est. la couverture est de Bilal. La couverture de la... Oui, de- c'est intéressant de Mais- lire le pourquoi c'est Pourquoi Bilal. c'est Bilal. En fait, c'est vraiment un bouquin de copains, plutôt bien foutu, avec une référence, je pense, à l'association, parce que la façon dont est écrit Mastodonte, je pense que c'est chaque auteur qui a dessiné une lettre, et c'est comme ça qu'a été fait le logo de l'association, que Trondheim avait co-créé. Et c'est pas très ambitieux, mais moi j'ai passé un très bon moment, et je pense que les lecteurs de Spirou doivent s'éclater à les lire au fur et à mesure. En fait, je pense que si tu es un petit peu BDphile et que tu connais les auteurs, un petit peu le milieu, machin, etc., le principe des ateliers, ça fait rigoler parce que c'est la BD pour les auteurs de BD et éventuellement pour les BDphiles, entre guillemets. Après, si tu es un petit peu en dehors de ce cercle-là, voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu rébarbatif. C'est un peu le milieu du cinéma qui regarde le nombril du milieu du cinéma avec genre le bal des actrices qui reste en soi un bon film, tu vois, mais qui est le milieu des acteurs qui regarde le milieu des acteurs. Là, c'est un petit peu la même idée, quoi. Mais ils ont un cri de guerre. Mastodonte. Voilà, mais Trondheim il veut pas le faire. Non, il le fait. Oui, il le fait un moment, mais il va. À Angoulême, il l'a fait. Ouais. Bon, Randall nous dit si je vous suis, c'est une BD apéro. Oui, c'est purement une BD apéro. C'est sympa à lire. Et puis, en plus, voir des auteurs qui sont pas forcément dans le genre du strip ou de l'humour, parce qu'il y a des auteurs, c'est pas des humoristes forcément. Moi, j'ai adoré la relation qui se crée entre Guillaume Bianco et Trondheim, en fait. C'est ceux qui se font le plus d'échanges. Oh là là, attends, tu es en train de balancer des Quoi, trucs, tu là. veux dire qu'ils sont en couple? Tu veux dire qu'il y a un truc? Je préfère ne rien dire, on va avoir des problèmes. Bon, ben, Guillaume, Lewis, si vous nous entendez, laissez des coms. Voilà. Lâche les coms. Lâche les coms. C'est pour qui? Je crois que j'ai déjà dit. Ouais. Alors, je suis toujours dans les fans, en fait. Ouais, les fans. Les fans de la vie des stars. C'est pour Jacques Martin. C'est ça. Les fans de la vie des stars, aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rire des coulisses. Oui, voilà, mais c'est quand même drôle, hein. Enfin, moi j'ai arrêté en cours de route parce que bon, c'était long à lire avec tous les strips, tout ça. Mais et du coup, voilà, comme on le disait, tout lire d'un coup, c'est pas forcément passionnant, mais c'est intéressant, c'est bien foutu. Puis bon, ça reste quand même des auteurs confirmés dans l'ensemble, hein, donc. Oui, ils sont tous. Il y a pas beaucoup de déchets, quoi, hein, franchement. C'est très très bien. Mort et entêté. Alors là, on remonte à loin parce que c'est une BD que j'ai lue il y a très longtemps. Mais je crois que pour nous pitcher le début, ça va être Tisa qui va pouvoir le faire parce que lui, il a lu il y a pas longtemps le début. C'est ça. Et en fait, merci Il a de pas me le fini. passer parce que moi j'ai lu que le début, genre les 5 premières pages. Très Merci bien, de me comme ça tu donner feras pas le de pitch. spoil. Comme ça tu feras pas de spoil. C'est ça. Donc mort et entêté. Première chose que j'ai à vous dire, ne vous arrêtez pas à la couverture. Voilà.
Ne vous ratez pas la Voilà, couverture. parce que voilà, donc on a une jolie couverture avec du bleu Et du turquoise rose, ouais. et du rose, une jolie nana de 3/4 d'eau blonde avec une magnifique robe à froufrou rose. Donc voilà, bref, si on s'arrête là, on va pas bien loin. Et puis tout de suite, dans les premières pages, on suit donc deux personnages. Un premier qui est un gros loser qui s'est fait plaquer, qui perd son boulot et qui donc tombe amoureux, en tout cas c'est comme ça qu'il le présente, de sa télé. Et donc il va vivre face à sa télé, avec sa télé, jusqu'au jour où même l'huissier vient lui piquer sa télé et vraiment il est au fond du trou. Et la fameuse blondinette qui est en couverture et qui fait son petit jogging, qui se fait filmer par une équipe de gros lourdeaux et qui, au détour d'un chemin, fait une rencontre qui était bien évidemment prévue avec un intermédiaire pour engager un tueur à gages, puisque cette gente demoiselle veut faire assassiner son mari. Et les journalistes se rendent compte en regardant leur rush qu'il y a eu un échange de valises. Un échange de chiens. Oui, de chiens, oui. Puisque le Pour le chien, coup, là, c'est le chien. pour le coup, c'est pas un échange de valises, c'est un échange de chiens. Et donc décide de mêler l'enquête. Et là, on se retrouve à suivre une bande de losers. Il y a un petit écusson qui était collé sur la BD qui disait une comédie déjantée dans l'esprit des frères Cohen, et c'est tout à fait ça. C'est une bande de losers qui courent dans tous les sens sans trop savoir où ils vont, qui essayent de s'en sortir. On a le côté polar noir. On a un côté polar noir mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de n'importe quoi. Beaucoup de plans pourris aussi. Ouais, des plans pourris. Ils ont tous enfin, il y a aucun, les mecs, ils ont aucun plan qui marche, en fait. Ils passent tous, jamais ils ont l'idée de passer au plan B de suite, quoi. De toute façon, il faudrait qu'ils passent au plan C, tellement le plan B est pourri aussi. C'est nous en jeu de rôle en fait. Ouais, c'est nous en jeu de rôle. Voilà. Mais pourquoi on n'a pas fait ça dans le tas? On finit toujours par le faire. C'est vrai. Et franchement, c'est plaisant, c'est agréable à lire. Moi, j'ai passé un moment très sympa. C'était une BD d'été pour moi. C'est ça, une BD d'été, exactement. Voilà. Tu écris ça qu'en acronyme? Ouais, BD d'été. BD Ah ouais. d'été. Ouais. Oh. Ah. Et en plus, le dessin est Ah ben on très a dit la plaisant. même chose. Le dessin est très plaisant. Il y a un dessin super dynamique, super péchu, un peu caricatural avec un travail de la couleur, avec assez peu de contours noircis, qui passe vraiment très très bien et qui suit très bien le propos. Effectivement, la couverture est un peu trop rose à mon goût. Et si mon libraire ne me l'avait pas offert, oui. Notre libraire qui s'appelle La BDRI Aix-en-Provence. ne me l'avait pas offert, et ben je pense que je ne serais jamais attardé dessus. Donc c'est scénarisé par Félix et dessiné par Gunt. Et si je me trompe pas, ils sont dans le bon ordre. Ouais, ils sont dans le bon ordre. Et franchement, c'est une histoire qui valait le coup. Il y avait des suites possibles, apparemment. Ils voulaient poursuivre. Et apparemment, ça n'a pas assez marché. C'est chez Bambou Grand Angle. Voilà, on s'est précisé sur la tranche, c'est tome 1 sur 1, mais cycle 1. Donc on pouvait s'attendre À des suites possibles, d'autres histoires du même type. Mais comme Grand Angle a un peu réduit la voilure, Ouais, pas mal réduit la voilure. Ouais. je pense que ça va être compliqué d'avoir une suite. On verra. Mais c'est vrai que c'était un petit peu dans le catalogue Grand Angle, c'était un petit peu atypique parce que chez Bambou, c'est soit les séries d'humour à thème, soit les séries d'humour jeunesse, soit chez Grand Angle en général c'était plus de l'aventure, de l'historique. Et là, on est vraiment dans une comédie d'action fun. C'est pour qui? Bon, ben moi, c'est facile. Faut deviner. Non, là je. Ok, Mathieu. Bah, les fans des frères Cohen. Ah. Je lui dis que j'étais dans les trucs des fans, moi. Ah oui, d'accord, c'est l'école Ah des oui, fans. c'est l'école des fans des J'ai frères un Cohen. indice à tout le monde. Voilà, donc bah écoute, moi comme je ne l'ai pas lu, je vais le garder et je vais le lire et puis je vous dirai la prochaine fois pour qui ça s'adresse. Ouais, à tu, qui ça le diras, s'adresse. tu le diras jamais, tout le diras. Moi, c'est pour les fans de plans loose. Si vous aimez voir des gens faire des plans loose, si ça vous éclate. Ouais, c'est ramer. ça. Surtout, c'est Ouais. si vous aimez voir des gens ramer et ramer encore. Ouais, parce que c'est vraiment. Et avec aussi, quand même, non, faut le voir aussi, il y a des méga rebondissements. Oui, des méga rebondissements. Oui, forcément, c'est pour relancer l'intrigue. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements dans tous les sens. Quelque chose d'efficace et bien foutu. Petite remarque, alors Monsieur Randall nous dit quand je vois Bambou, je ne regarde même plus. Alors, c'était vrai. Et Ça l'est moins. ça l'est moins quand même, parce que là, je trouve que, enfin, c'est ce qu'on disait, il y a peut-être de ça plus d'un an maintenant. C'est que justement, avec Grand Angle, ils ont commencé, je trouve, à sortir des choses qui sont
qui sortent de leur cam habituel, et c'est quand même devenu, je trouve, bien plus intéressant. Oui, il y a des très bonnes choses dans la collection Grand Angle. D'ailleurs, c'est Grand Angle, ils précisent pas Bambou en général. C'est ce que dit Merton. Ouais. Voilà. Après, chez Bambou, au niveau des trucs d'humour, c'est de l'humour à thème. On n'est pas le public en tant que BD-phile, c'est pas pour nous. Non, si, on y était, nous. Oui. Les instituts, on y était. Ouais, les instituts. Non, mais en tant que BD-phile, les profs, qui en plus qui cartonnent. Les profs, c'est un truc c'est énorme. C'est un méga succès de la mort. Il va y avoir les profs de au C'est la cinéma. bof attitude. Il va y avoir un prof de au cinéma. Enfin, mais il y a eu des spin-offs de la série principale. Donc, franchement, non. On n'est pas le public visé, c'est de la BD pas prise de tête pour du grand public qui sait pas quoi offrir aux gens quand il va en supermarché. Ça marche très très bien. Ils ont essayé quelques trucs en BD humour jeunesse qui pour le coup est un peu plus efficace. Les trucs de pirates qu'on avait bien aimés. Ouais. Enfin, il y avait des trucs assez sympas. Donc, je suis un peu plus mitigé. Alors effectivement, bon, j'irai pas m'acheter l'intégrale des profs ou des pompiers ou des CRS ou de je ne sais quoi. C'est pas Mais mon surtout, c'est qu'en fait, ton compte en banque te dira non, parce qu'il y en a trop maintenant. Oui, effectivement. Effectivement. Splash Page. Notre splash page est consacré à François Amoretti. François Amoretti a sorti il y a assez peu le tome 2 de Burlesque Grrr. Oui, c'est Grrr. GI3RL. Ouais. Qui clôt les aventures de Violette. Ouais. Nous avons rencontré François Moretti. Vous avez rencontré François Moretti. Ouais. Dans une chouette interview que nous Oui. allons passer juste après. Monsieur Mais est très avant sympathique. ça, pour vous guider un petit peu, on ne va pas rentrer dans la critique de suite. Je vais demander à Thierry, parce que Mathieu l'a montré du doigt, de nous faire le pitch Salaud. de Attends, Burlesque en plus, c'est Girl. super discret. Mais excuse-moi, t'as fait le pitch de quoi toi depuis tout à l'heure? Mais j'étais comme ça, j'avais la BD devant toi et Oui, j'ai le dos c'est derrière, ça, c'était ouais, trop bien. Tu vas voir, tu vas le dos derrière toi aussi. Ouais. Alors, Donc Burlesque, les aventures de Violette, qui est l'héroïne d'un groupe de rock, Rockabilly, de rockabilly. Voilà, on est dans l'ambiance 50s à mort. mais contemporain. Mais voilà, mis à quand même. C'est un groupe bout rétro, du jour. quoi. Mais c'est un groupe ultra rétro dans ses goûts, rétro dans leur production, rétro également dans leur petit hobby, puisque ils sont à fond de, et comme la dernière fois, j'ai oublié Des le Hot nom. Rod. Des Hot Rod, voilà. Et comme la dernière fois, je te sauve la bise. Ouais, mais tu es là pour ça. Les Mathieu. hot rods, les tatouages. Les le hot rods, les rockabilly. tatouages, voilà. Donc Violette fait des revues des feuillages burlesques. Elle fait de la photo de charme, elle fait de la photo de lingerie, etc. Bref, En tant que mannequin atypique. en tant que mannequin atypique, puisque la demoiselle a des formes Très outrageusement exagérées. Au niveau des seins, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, enfin, la madame est fessue, la madame est charnue, la madame est désirable, somme toute. Oui. Grâce au dessin élégant de Monsieur Moretti. Et là, il Grâce faut, au dessin. ben, il faut avouer quand même que tu imagines le même personnage dessiné par Amoretti et dessiné d'un autre côté par certains auteurs de Fluide Glacial, par exemple, tu vois, on serait pas tout à Dessiné fait... par Edika, ça n'aurait rien à voir. Je vois pas comment tu fais cette peut parler de la comparaison n'a rien Non, à mais- voir. C'est en train de t'enfoncer, tu parles genre, allez, je pars en roue libre du dialogue. Bruna, si tu veux, la rigueur, voilà. Mais non, mais ce que je veux te dire, c'est que le même personnage, tu prends deux auteurs différents, tu vas pas du tout avoir la même sensation, avec les mêmes courbes. Et là, avec Amoretti, il y a un max d'élégance. Voilà. Donc, Voilà, là, je vois où tu veux aller. tu vois Oui. où je veux en venir. Voilà. Ne rentrons pas dans la critique de suite, continuons Mais, notre pitch. Et on rentre pas dans la critique, c'est Ouais. qu'il a Et expliqué. donc, je le suis. ce groupe de rock est composé initialement de Violette et de trois autres jeunes hommes, dont l'un avec qui elle est en couple et un autre avec qui elle a été en couple. Ouais. Et son amoureux actuel, à la fin du tome 1, Peter nous quitte tragiquement. Voilà. Donc on a résumé un peu la fin du tome 1. On va dire qu'on a un tome 1 qui nous montre un petit peu comment ils essayent de s'en sortir, comment c'est un peu la galère et comment ils rament. Et c'est un tome comment, 1, grâce à Violette, ils sortent du lot. ils pensent pouvoir sortir du lot et voilà. C'est un peu dur. Et on va maintenant vous passer l'interview de François Moretti que nous avons rencontré à la BDRI, mais tu vas le redire dans l'interview. Le mois dernier, c'est Où il y avait, enfin, si vous y allez encore à la BDRI, il y a des planches originales justement de burlesque qui sont toujours exposées et c'est très très joli. Oui. Nous voici en direct différé de la BDRI, notre fournisseur officiel de Bonne Drogue BD. Avec nous aujourd'hui François Moretti. François, bonjour.
Bonjour. Alors nous sommes ici pour une séance de dédicace autour de la sortie du tome 2 de Burlesque Girl. Nous avons chroniqué le premier tome il y a quelques temps déjà. Comment est né ce projet ? Je venais de finir mes contrats avec Soleil. J'avais envie de faire quelque chose de différent. J'avais envie de me frotter à la BD depuis un moment. Mais je n'avais pas encore confiance en moi. Et j'ai fait une dédicace dans un pseudo-festival très lointain, où j'avais à peu près 10-12 heures de train. Et c'était vraiment un très mauvais festival. Et le moral très bas dans le train, je me suis dit, mais j'en ai marre de faire ce genre de choses. J'ai envie de faire autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de plus personnel. Et donc j'avais un calepin, et j'ai rempli mon calepin, j'ai écrit les 2 tomes sur les 10 heures de train. Et qu'est-ce que ça fait de finir ton premier projet personnel, évidemment, où tu étais vraiment tout seul dessus ? Ça fait un petit peu bizarre, mais c'est au revoir à Burlesque Girl peut-être, mais en tout cas pas à l'héroïne Violette, parce que le personnage devrait ressortir dans d'autres bouquins. On devrait la voir héroïne d'une bande dessinée, que j'ai scénarisée, mais que je ne dessinerai pas a priori. Et elle devrait être aussi logiquement dans une bande dessinée érotique que je fais avec Carleston. Ça fait bizarre effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont livrées, il y a des choses personnelles que je fais passer par les personnages. C'est pas une confession si terrible que ça, mais effectivement c'est une première page. Une deuxième page plutôt tournée, et c'était un chouette projet et je me suis régalé à le faire et j'espère que ça se ressentira. À l'arrivée, tu te sens fier de ton bébé. Il y a des choses que tu aurais aimé voir différemment. On en parlait avec Mathieu tout à l'heure. Il a vu que tu envisageais de sortir ça en noir et blanc. Ça évidemment, ça dépend de mon éditeur Ankama. Est-ce qu'ils vont accepter de le faire en noir et blanc ? Est-ce que sinon, moi je comptais le sortir tout seul en tirage très limité, en faire, 50 ou 60 exemplaires, mais pas beaucoup plus. Mais ça représente un énorme budget à sortir avant. Certes, il y a des Kickstarter, ce genre de choses. J'ai du mal à aller demander à des gens de l'argent avant que le projet soit fait, même si c'est assez régulier maintenant, c'est passé dans les mœurs, c'est dans l'air du temps, oui, c'est vrai. J'essaierai de le faire. J'imagine que Ankama, surtout sur un petit tirage comme ça, que je distribuerai vraiment de la main à la main ou sur internet, serait d'accord pour me rétrocéder les droits pour juste cette édition-là. On en avait parlé, ça devrait être faisable. En tout cas, c'est dans les buffers. J'espère bien que ça se fera. Et tu n'as pas peur qu'en noir et blanc, Burlesque perde un petit peu de toute l'énergie qu'il y a dedans, ou tu comptes du coup retravailler quelques planches peut-être pour mieux s'adapter à ce passage? Moi, j'ai toujours imaginé Burlesque Girl en noir et blanc. Donc, a priori, je ne retoucherai rien. Et il sortira tel quel. La couleur de Nephila me plaît beaucoup, elle a fait un super boulot. Mais je pense que le noir et blanc peut aller tout seul aussi. Lors de la chronique du premier tome, ce qui m'avait frappé, c'était le sens du détail dans tes planches, vraiment, que ce soit pour les tatouages, pour tout un tas de détails de vestimentaires, coupe de cheveux, etc. C'était vraiment très précis. Alors, est-ce que c'est un milieu qui, toi, t'es familier ? Est-ce que c'est simplement parce que tu es très documenté, parce que c'est quelque chose qui te plaît, ou tu as dû aller faire des recherches spécifiques là-dessus ? En ce qui concerne les détails, moi j'adore en faire, j'essaye d'en mettre le plus possible. Là, le problème, c'est que c'est une bande dessinée, il y a le temps de la faire, donc je peux pas mettre tout ce que j'aimerais mettre. Ce ne sont pas des illustrations, ce sont des cases, et parfois il faut aller à l'essentiel. En ce qui concerne mes références, c'est un milieu que je connais, que je fréquente, dont je fais partie. La majorité de mes copines sont pin-up ou effeuilleuses burlesques. J'ai des amis qui ont des hot rods, notamment Charlie Lecache, qui est le rédac-chef du magazine Custom, dont la voiture m'a servi pour faire le tome 2, et qui est sur la couverture du tome 2. Les tatouages, c'est pareil, donc je suis tatoué. La majorité de mes amis sont tatoués. J'ai des amis tatoueurs. Et dans tous les cas, oui, j'ai dû faire des recherches, parce que quand je dessine notamment des hot rods, j'essaye de faire plaisir aux gens qui aiment les hot rods. Donc les véhicules sont des véhicules existants, ils sont très documentés au niveau de leur forme, au niveau du détail, des carrosseries, des moteurs, de ce genre de choses. Oui, il y a beaucoup de recherches en tout cas pour
fignoler les détails. Effectivement. Justement, tu as beaucoup de planches avec Violette où tu as mis beaucoup d'assemblage autour d'elle. Est-ce que ça te donne pas envie de faire de la photo ou justement de faire de la photo de pin-up? Je ne suis pas photographe, un photographe amateur effectivement, mais j'aime bien faire de la photo, mais c'est pas quelque chose que je voudrais faire particulièrement. Je voulais faire effectivement, par contre dans les bonus, je voulais ajouter des photos, parce qu'il y a des photographes notamment américains et des modèles que j'aime bien, et j'avais envie de mettre 3-4 photos. Finalement, donc notamment avec Veronica Virgo, qui est une pin-up californienne, avec qui je m'entends très très bien, et qui est l'incarnation de Violette. Mais alors c'est le hasard. On s'est rencontrés justement à cause de ça, parce qu'elle a vu passer un de mes dessins, elle dit mais c'est moi, tu me connaissais avant, donc je découvre ces photos. On s'est super bien entendu, je lui ai envoyé le tome 1, ainsi qu'un t-shirt Burlesque Girl, donc elle a fait une séance de photos avec, et chaque fois que je vois ces photos, je me dis bon sang, c'est Violette. Et on voulait mettre des photos de Véronica notamment à la fin du tome 2 dans les hommages. Le problème, c'est les photographes avec qui elle travaille. Alors, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils n'avaient pas de format haute définition, aucun format imprimable, donc c'est tombé à l'eau. Ensuite, on devait avoir aussi un collectif qui s'appelle 666 Photographies, qui font des photos vraiment formidables avec des décors incroyables. Et je leur avais proposé la collaboration de faire un shoot orienté Burlesque Girl, en trouvant donc une modèle qui soit dans l'esprit et retrouver un petit peu cet esprit-là. Il y avait un OK qui a été donné l'an dernier. Quelques échanges de mails, et puis tout à coup, un espèce de blackout, plus rien. Ensuite aussi avec une photographe locale, française, enfin une parisienne, qui aussi n'a pas eu le temps d'organiser tout ça, de faire venir la modèle qu'il fallait, et c'était pas évident. On a essayé de faire avec une photo de la Red Star, avec qui je suis ami, qui est aussi rouquine, qui est bien chaloupée, et un petit peu comme Violette, qui pouvait correspondre, mais c'était pas encore assez dans l'esprit. Donc effectivement, le projet photo s'est arrêté là. Quand même une envie de le poursuivre, peut-être justement, on va y venir à la suite de l'actualité. Dans le prochain tome où Violette apparaît, peut-être là, cette fois-ci, dans les dédicaces à la fin, une possibilité de le faire cette fois-ci, si on s'y prend un petit peu plus à l'avance. Je ne sais pas, peut-être. Justement, quand tu parlais de Violette, c'est un personnage qui a des formes qui sont un petit peu exagérées. Est-ce que c'est pour prendre le contre-pied justement des pin-up classiques des années 50, que moi je connais de mémoire, ou est-ce que c'était un choix de montrer la femme forte différemment? Il y a plusieurs points. Et le premier point qui est le moins véritablement important, qui est un point personnel. Je trouve que souvent les femmes sont standardisées, que ce soit dans les médias ou la bande dessinée. Notamment dans les médias, que ce soit la télévision ou les magazines, notamment même féminins, où on impose finalement une image de la femme comme étant une espèce de mannequin. Il ne faut pas faire plus de 50 kilos pour 1m80. Enfin, c'est un standard que je trouve ridicule. Et c'est pas parce que on appartient que toutes les femmes sont définies par leur genre. C'est pas parce qu'elles sont grandes ou minces ou petites ou replètes. Ça n'a aucun rapport. Donc j'avais envie de ça. Je veux aussi je trouvais aussi que dans la bande dessinée, il y avait encore ce standard, et que lorsqu'on dessinait une nana bien gaulée, et ben chaque fois c'était encore à nouveau cette espèce de truc où la nana fait donc 90, 60, 90, et c'était ça m'a gonflé aussi. Donc j'avais envie de faire une nana avec des grosses fesses, des gros seins, mais vraiment de très grosses fesses, de très gros seins. Le dernier point qui me semble essentiel, c'est le fait que justement je reviens donc au féminisme, au sexisme, au slut-shaming, au harcèlement de rue, qui est très présent, dont on parle pas du tout dans les médias majeurs, mais surtout sur Internet. Et c'est quelque chose qui manquait. Donc il me semble que quand on croise Violette, qu'on la trouve belle ou immonde, dans tous les cas, on peut pas la rater. Et elle marque l'esprit. Elle est, d'après certaines de mes amies féministes, elle la trouve encore objectifiée. D'après d'autres féministes, elle ne l'est pas. Effectivement, elle peut correspondre effectivement à un standard machiste sur les goûts, mais
Je pense que les formes de Violette nourrissent le propos de l'histoire. C'est pas un bon ouais, j'aime bien les grosses fesses, mais les seins je m'en fiche. Enfin non, c'est pas un goût personnel, c'est pas un fantasme personnel. J'aime Violette pour ce qu'elle représente, et je sais que elle a donné de la force à pas mal de filles qui m'ont écrit, que ce soit après le tome 1 ou même là depuis peu, vu que le tome 2 est sorti il y a 2 jours. J'ai reçu déjà 4-5 messages me disant ça m'a donné du courage. Et ces filles, certaines, je les connais, d'autres je ne les connais pas. Et elles ne sont pas du tout dans les mensurations de Violette. Et donc, ça me fait plaisir de me dire que, bon, même si c'est peut-être une minorité, mais en tout cas, Violette touche au-delà d'un aspect physique. Donc le tome 2 de Burlesque, justement, on enchaîne dessus. Quelques mots à nous dire dessus. Comment est-ce que tu voudrais présenter ce travail-là ? Le tome 1 est une espèce d'introduction qui reste vague. Je voulais un petit peu rester dans cet esprit parce que c'était finalement le tome 1 est vu sous l'œil de Peter, le héros, qui est un garçon qui a une décie, qui doute énormément, qui est très stressé et qui a peur de tout. Et donc, même s'il y a des touches à droite à gauche, il n'y a pas de réelle ascension parce que lui refuse l'ascension. Et le tome 2, justement, est complètement basé sur Violette. C'est elle qui prend le compteur de son groupe de musique, quasiment. Ça tourne vraiment autour de ses sentiments à elle, de ses problèmes personnels et de sa vie de femme, de pin-up, des feuilleuses. Et je pense que c'est le point principal. C'est donc montrer la persévérance, l'accomplissement de soi, la confiance en soi. La confiance en soi, justement, le fait de prendre sa vie en main, c'est le message qui t'est venu à l'esprit, puisque tu nous expliquais tout à l'heure comment t'est venue l'idée du scénario intégral sur les 2 tomes. C'est la trame générale que tu avais en tête dès le départ, cette idée de prendre sa vie en main ? Oui, je pense, parce que en plus maintenant avec la crise, il est encore plus difficile de faire quelque chose de soi-même, de sa vie, à tout point de vue. Et si on se prend pas, il me semble que effectivement, si on se prend pas en main, et en ce qui me concerne, c'était le cas. Il fallait que je me donne des coups de pied dans les fesses et que j'avance au mieux, que je fasse quelque chose qui me permette d'avancer. Et puis on parlait, pourquoi pas, éventuellement, si ça peut permettre de faire avancer d'autres personnes, tant mieux. Alors justement, pour Burlesque, tu travaillais, tu allais chez Ankama alors qu'auparavant tu travaillais chez Soleil. Une raison à ce changement d'éditeur ou pas du tout, c'est un pur hasard ? Ce n'est pas le hasard, c'est vraiment l'éditeur que je voulais parce que il me semblait que c'était le seul éditeur capable de comprendre le projet, d'avoir l'écoute et aussi le retour possible sur un tel projet. Et ça a été le cas. Et je pense que je ne me suis pas trompé, je pense qu'eux non plus, parce qu'effectivement on a pu bien en discuter, le projet a plu, que ce soit mon éditrice Elsa, qui a été vraiment formidable sur les 2 albums, mais aussi Run, qui est le directeur de collection du label 619, qui lui s'est occupé de retoucher tous mes dialogues sur le tome 1, et alors qu'il avait énormément de travail, et il l'a fait. Donc je pense qu'il y a eu une bonne synergie de ce côté-là. Et bon, même s'il n'est pas sorti chez 619, s'il est hors collection chez Ankama, il reste chez Ankama. Les gens qui aiment les productions Ankama savent qu'il y a des choses différentes, que ça s'adresse souvent à des niches, mais de manière très pop, très ouverte, je pense. Et effectivement, même si j'aime toujours mon éditrice chez Soleil, Audrey Alouette, je n'aurais jamais vu aucune collection qui aurait pu prendre Burlesque Girl. Et chez les autres éditeurs, je me suis pas réellement posé la question puisque je suis allé directement chez Ankama. Tu parlais justement d'Ankama comme un éditeur qui avait des productions qui t'intéressaient. C'est quoi qui te plaît justement chez Ankama comme autre bande dessinée? Alors il y en a beaucoup parce que il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez Ankama. J'adore The Grocery qui a été une grosse claque. Milady de Winter d'Agnès Maupré qui est aussi formidable, extraordinaire, dans un style complètement différent. J'aime beaucoup Mutafukaz que je lis et relis. Le tome 4 est tellement ahurissant. Il a réussi à transformer une scène de combat en un objet réellement cinématographique où le livre tourne entre les mains du lecteur sans qu'on s'en rende compte. Moi, j'ai jamais vu ça en bande dessinée et je pense qu'il a
surélevé finalement le maître étalon en ce qui concerne la bande dessinée d'action, et qu'il a mis une claque à tous ceux qui ont pu en faire jusqu'à maintenant. Ça reste encore peut-être confidentiel, mais en tout cas, je pense que les gens devraient aller jeter un coup d'œil à cet album. Ensuite, j'aime beaucoup j'apprécie Freak Squill. J'aime beaucoup les Doggy Bags. J'ai pas tout en tête. J'ai beaucoup aimé de Mike Huddleston. J'arrive plus à me souvenir du titre. Enfin, a priori, Ankama me plaît. Ne serait-ce que l'initiative du magazine A aussi, qui est vraiment excellente sur le lowbrow, avec un magazine qui est réellement très bien fait, avec des changements de papier. Enfin, la maquette est extraordinaire. Là, ils sortent un livre en septembre sur la culture custom. Donc c'est très bien, on va pouvoir mettre Burlesque Girl juste à côté. Même si c'est un livre de photographie, d'interview, on est là, on est dans le sujet, on est dans l'univers. Je sais pas, pour moi, être chez Ankama, c'est être dans des pantoufles. Je suis comme à la maison, c'est agréable. Ça se sent dans ta façon d'en parler, ouais. On sent que tu es bien chez cet éditeur et que ça te plaît, que tu te sens écouté, voire aidé même. Voilà, tu parlais des retouches dialogue. Voilà, c'est qu'il y a un accompagnement en plus, ça se sent dans ta façon de parler. On passe au nouveau projet. Donc j'ai lu sur ton blog que tu avais plusieurs choses sur le feu. Tu parlais justement tout à l'heure de Violette qui devait réapparaître. Tu nous en dis un petit peu plus? C'est dans Champagne? Oui, dans Champagne, dans un autre projet d'abord qui s'appelle Jardin séché, qui est un polar en huis clos, qui se passe en Louisiane. Et j'aimerais le dessiner, mais j'ai pour l'instant pas le temps. Je cherche un dessinateur ou une dessinatrice, quelqu'un qui puisse pas forcément se rapprocher de mon trait, mais qui mette autant de détails, parce que le scénario est assez fouillu au niveau des détails, et j'aimerais bien que la personne justement mette toutes sortes de petits détails que j'affectionne tout à fait. En ce qui concerne Champagne aussi, ça c'est beaucoup plus proche dans les projets, où on retrouvera Violette ne s'appellera pas Violette, elle a un autre nom, mais Christopher Leston aime beaucoup ce personnage, donc elle n'aura pas ses tatouages, parce que c'est une histoire qui se passe dans le milieu de l'opéra. Et je suis en train de travailler dessus. Christophe a déjà écrit tout le scénario. Là on est sur les premières planches. Je fais un travail beaucoup plus poussé que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Christophe veut que je mette le meilleur de moi-même, en tout cas effectivement le plus dense au niveau trait, au niveau détail. Donc chaque page me prend plus d'une dizaine de jours. Ça prend vraiment énormément de temps. Il va falloir qu'on accélère le rythme à un moment ou à un autre, parce que sinon le livre sortirait pas avant 2 ou 3 ans. Et il faudrait qu'il sorte quand même avant. On va faire au mieux pour que... Enfin, en tout cas, moi, je vais essayer de fouetter l'animal pour qu'il travaille plus vite, tout en gardant une qualité supérieure quand même. Et ce sera un one-shot ou ce sera une série à suivre, justement, avec Arleston? Ce sera un one-shot. Oui, tout à fait. Je pense pas qu'on puisse faire réellement une série sur le thème. Je pense que l'histoire se suffit à elle-même. Ensuite, on pourra très bien peut-être faire quelque chose d'autre qui ressemble. Ça peut se décliner. Pour l'instant, c'est pas le but. On n'y pense pas. On fait d'abord celui-là, et puis on pensera au reste ensuite. Puis voir aussi comment le livre est accueilli. Si on le signe, on en est donc au dossier. On attend de voir s'il intéresse un éditeur. Vu la masse de travail, ça se comprend. Autre travail qui est sur le feu, les Destructeurs. Tu nous présentes un petit peu le projet? Oui, alors ça c'est quelque chose aussi que j'ai envie d'amener chez Ankama. C'est un projet autour de la fin du monde. C'est un projet qui est complètement, qui est relativement sérieux, même si j'y ai mis un petit peu d'humour, mais qui est assez loufoque. Ce sont des dieux qui se réveillent et qui notamment le premier dieu, c'est une déesse nordique qui se réveille, qui voit l'état de la planète et qui se dit mais comment ça se fait que j'ai pas ouvert les yeux avant, c'est foutu, on est allé trop loin, il y a trop de choses qui vont pas, et donc ça la met en rogne et elle décide de détruire la planète, en tout cas de détruire l'espèce humaine. Et donc son réveil et sa colère réveillent d'autres dieux, quelle que soit les mythologies. J'ai créé aussi d'autres créatures. Et donc il va y avoir des espèces de combats titanesques sur fond justement de plus ou moins d'éco-terrorisme. Je garde toujours mes idées sur le féminisme, etc. Et parce que
l'héroïne est encore plus acharnée sur certaines choses que l'a pu l'être Violette. C'est un projet qui est rigolo. J'espère faire 3 tomes de 120 pages. Là par contre je fais un travail qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux, qui est beaucoup plus libre, parce que je fais 1 page par jour. Et donc il n'y a pas le même travail de détail, quoique j'ai des scènes justement où il y a une partie de Paris qui se retrouve détruite, et j'ai énormément travaillé sur les bâtiments. J'arrive quand même à aller assez vite. Par contre je me documente, pour aller plus vite, je réfléchis moins, en tout cas à la perspective où je me documente beaucoup plus pour aller plus vite. Et effectivement, je dis beaucoup effectivement. Effectivement. Et c'est un projet qui est à nouveau très personnel. Je fais le scénario, je fais les dessins. Pour l'instant, je fais la couleur, mais là, je vais perdre trop de temps si je la fais. Si j'ai quelqu'un qui peut venir m'aider, ce sera parfait. C'est un projet vraiment rigolo et qui est un petit peu décomplexé, je pense. Que ça peut trouver aussi. C'est plus du tout un bouquin qui sera pour une niche, comme l'ont pu être mes premiers livres chez Soleil, comme Gothic Lolita, Wallis au Pays des Merveilles, et Burlesque Girl chez Ankama, qui s'adressaient vraiment de manière particulière à certaines personnes. Je pense que les destructeurs peuvent bien amuser hommes comme femmes, et à partir de 14 jusqu'à n'importe quel âge, ça peut être bien. Par contre, le langage sera soutenu, il y aura des gros mots, il y aura de la violence, des cœurs arrachés, les têtes vont voler. Donc effectivement, il faudrait être prévenu quand même avant de tourner les pages. Tu me coupes un petit peu l'herbe sous les pieds quand tu parles de Destructeur de cette façon-là, parce que j'avais l'impression que justement par rapport au mouvement Gothic Lolita, qui est à la fois empreint d'un petit côté de noirceur, mais aussi d'un côté érotique non négligeable au niveau de la façon de se vêtir, des formes que tu utilises, etc. Tu partais justement dans ces 2 projets, dans ces 2 lignes directrices à fond. D'un côté avec Champagne, qui est une BD que tu veux érotique visiblement, et les Destructeurs, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'un petit peu plus noir, en tout cas sur les premières planches que j'avais vues, avec une créature façon Cthulhu, une fin de monde, etc. J'ai l'impression que tu suivais ces 2 pistes-là. Bon, tu me présentes la fin du monde de façon un petit peu plus décomplexée, un petit peu plus active et rigolote. C'est sombre, parce que le propos est sombre. C'est l'espèce humaine qui arrive à son terme, et à la fin il restera très peu de monde. 2 personnes à vrai dire. Ça suffit pour recommencer, non ? Oui, repartir de mon pied, oui. Pour revenir sur Burlesque, qui est quand même, voilà, moi quand je l'ai lu, j'avais envie d'écouter de la musique, mais je savais pas quoi. Qu'est-ce que tu me conseillerais à écouter en lisant Burlesque ? C'est clairement du rockabilly. Je pense déjà à la musicienne qui a fait la préface du tome 1, Advil Doll, qui est ma première influence. Mais vous pouvez aussi écouter Batmobile, Reverend Horton Heat, un groupe marseillais que j'aime beaucoup qui s'appelle Marilyn and the Rocking Bombs. Le rockabilly est excessivement vaste, vous pouvez trouver énormément de choses. C'est définitivement la musique pour Burlesque Girl. Cela dit, il y a des passages qui sont beaucoup plus sombres. Au début du tome 2, il y a des passages qui sont très oniriques. Et là, on peut écouter d'autres choses, je sais pas, on pourrait imaginer du Sigur Rós, par exemple, qui a des ambiances assez oniriques, assez sombres. Mais sinon, écoutez la musique qui vous convient pendant la lecture, pardon. Dernier projet, tu parles d'un projet mystère sur ton blog. Une petite exclue, une petite info. Je pense que c'est peut-être justement le Jardin séché dont je vous parlais tout à l'heure, mais parce que il est pas encore. Enfin, tout le scénario est écrit, tous les dialogues, tout est fait. Celui-ci, je le co-scénarise avec une jeune femme que j'ai rencontrée qui s'appelle Mélissande Lacaille, qui a différents surnoms, qui écrit à droite et à gauche dans différents styles. Pour l'instant, son livre le plus connu, sous le nom de Lucie Beluga, c'est un livre sur la cuisine, un livre de cuisine, qui s'appelle La cuisine kawaii. C'est un petit bouquin vraiment charmant et qui est plein d'inventivité, qui est vraiment chouette. Et cette nana est vraiment incroyable. Elle a toujours plein d'idées, elle est toujours émoustillée par la moindre émulsion intellectuelle, et on s'entend comme cochon, et on s'éclate à écrire ensemble. Bon, il faut vraiment qu'on se structure un petit peu plus peut-être, qu'on révise certaines choses, mais le scénario est bon, je pense. C'est un scénario qui est constitué comme, je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui s'appelle L'échelle de Jacob. C'est le premier film à faire des twists, où on se rend compte que ce qu'on croyait au début n'était pas la chose qui continue le film, et ensuite au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se dit je me suis encore trompé, c'était pas ça, c'était ça, et puis comme ça, jusqu'à la fin.
Donc ce sera un one-shot de 64 pages pour l'instant. Donc si j'ai le temps, après donc les Destructeurs et Champagne, qui vont bien me prendre bien 3-4 ans, je dessinerai Jardin séché. Mais si on peut trouver quelqu'un d'autre pour dessiner avant, on se lancera plus tôt. Je sais que le scénario intéresse en tout cas mon éditrice chez Ankama. Donc après avoir bossé tout seul sur Burlesque, tu nous parles de beaucoup de collaborations. Comment tu vis ces collaborations ? Qu'est-ce que tu en retires ? C'est uniquement parler de temps et d'envie et de plein de projets, et du coup tu demandes des collaborations aussi pour t'aider à aller un petit peu plus vite ? Ou alors est-ce qu'il y a besoin d'une émulation à deux justement pour aller un peu plus au cœur des choses, ou peut-être se libérer aussi, aller prendre des idées ailleurs ? J'ai une relative confiance en moi pour les dialogues, pour les scénarios, mais pas trop pour les dialogues justement. Et c'est vrai que pour Burlesque Girl, Run m'a beaucoup aidé. Pour le tome 2, il n'avait pas le temps. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir de l'aide. En ce qui concerne ces collaborations, même si je préfère faire mes propres idées maintenant, il y a un aspect sentimental. C'est que Christophe Arleston et moi, nous sommes amis depuis 6 ans et demi. Et on s'entend vraiment bien. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un ami proche. Et donc c'est plus l'envie de faire quelque chose ensemble. Surtout on est très très différents, en tout cas dans nos productions. Je fais pas d'Heroic Fantasy pour l'instant, mais on est très proches, on a beaucoup de choses en commun, beaucoup de musique en commun, de références culturelles. Et donc le fait de faire quelque chose ensemble, c'est vraiment chouette. Et avec Mélissandre, c'est pareil. On se connaissait depuis un moment. Elle était surtout de l'autre côté de la table aux dédicaces. Elle était plutôt lectrice. On se suivait mutuellement sur Twitter et je parlais donc de ce projet sur Twitter à un moment, et elle m'envoie un tweet en disant si tu as besoin de quelqu'un pour écrire, tu m'oublies pas, hein. Et donc je lui ai répondu immédiatement. Je lui ai dit mais super, ouais, carrément, je vous l'avais pas imaginé comme ça. Mais avoir sa patte en plus sur le projet, ça la nourrit, et il a quelque chose en plus que je n'aurais pas à mener, et Mélissandre est formidable pour ça. D'autres collaborations avec que tu aimerais mener avec d'autres personnes ? Rien de prévu. J'aimerais bien faire un Doggy Bag, une histoire pour Doggy Bag avec Run, avec un scénario de Run, ça oui. Ensuite, faire dessiner des gens. Il y a des gens dessinateurs que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien faire gribouiller un petit peu, à un moment ou à un autre. Donc, des noms... je reste surtout avec les copains d'Ankama, quoi. Je m'entends bien donc avec toute l'équipe de Guillaume Sagelin, Florent Maudou, Run, tout ça. Et je ne connais pas personnellement Agnès Maupré, mais écrire un truc parce que j'ai adoré son dessin et son album. Je sais qu'elle travaille sur quelque chose d'autre, toute seule. Je lui fais confiance. Elle a certainement pas besoin de moi, et les autres non plus n'ont pas besoin de moi. Mais c'est dans le fantasme, oui. Ta dernière découverte en bande dessinée ? Alors c'est difficile parce que je vous ai déjà dit les albums que j'ai vraiment lus, que j'ai vraiment aimé récemment. J'ai Mutafokaz que j'avais depuis le tome 1 et que je relis en ce moment vraiment régulièrement. Si tu n'avais pas été dessinateur, scénariste, etc., qu'est-ce que tu aurais aimé faire ? Alors ça c'est immonde. Amibe, très certainement. Ou Poisson Rouge, ou vraiment Poisson Rouge, parce que j'ai essayé de faire d'autres choses avant. J'ai fait des études de droit et de criminologie, j'ai fait des études de pharmacie aussi. J'y étais pas bon. Donc je me souviens quand j'ai travaillé en pharmacie, c'était terrible. C'était ma hantise, c'était d'aller servir des clients. C'est pas du tout mon truc. Je sais pas ce que j'aurais pu être d'autre. Bof, j'aurais marché avec un sac sur le dos, ou j'aurais fini par dessiner à un moment ou à un autre. Il parlait de Doggy Bag, et il est d'ailleurs en train de dessiner son histoire de Doggy Bag. Il a montré une petite vignette sur Instagram. Je suis très curieux de savoir ce que ça peut donner au niveau du genre, parce que c'est pas vraiment le genre dans lequel je l'aurais vu comme ça. Alors François Moretti avait beaucoup commencé en travaillant sur un style qu'on appelle le Gothic Lolita, et il avait apparemment eu pas mal de succès jusqu'au Japon. Dans un style très sombre. On avait parlé d'une bande dessinée, enfin pas d'une bande dessinée, d'un ouvrage qu'il avait illustré, c'était Le Petit Chaperon Rouge. Je sais pas si tu te souviens. Il est là derrière toi. Voilà, c'était Le Petit Chaperon Rouge qu'il avait illustré. Yep. Et c'était très très bon. C'est très très bon, il y avait un petit passage bande dessinée dedans, mais c'était surtout de l'illustration. Et maintenant on va pouvoir parler de Burlesque Girl, tome 2. Donc on continue à suivre les aventures de Violette, et
Là, elle est en pleine déprime parce que son copain est décédé, elle n'arrive pas à sortir du lot, sauf qu'ils avaient des projets pour réussir peut-être avoir un contrat, faire des concerts, c'est la galère, et elle n'arrive pas à en sortir. Et en fait, tout le tome va nous montrer comment elle arrive à sortir de sa dépression, à reprendre le devant, à prendre le contrôle de sa vie, à prendre la tête du groupe, à rendre hommage à l'homme qu'elle aimait, et aller jusqu'au bout. Donc c'est un épisode très positif qui vient conclure l'histoire de façon plutôt happy end, quoi. C'est ça, elle sort de sa condition de petite fille qui a toujours été un petit peu chaperonnée, un petit peu toujours choyée par son copain qui était là pour la protéger, alors tantôt le premier, tantôt le deuxième, mais on sent que c'était quelqu'un qui avait toujours besoin d'une béquille à côté d'elle. D'ailleurs, au début, dans le premier tome de Burlesque, elle n'est pas du tout chanteuse, elle n'est pas du tout leader dans le groupe, elle fait partie du groupe, mais elle n'est pas du tout leader. Et son copain essaie de la mettre en avant, mais elle n'a pas trop envie. C'est ça, et finalement, les choses font qu'elle est poussée sur le devant de la scène, et là, une fois qu'elle arrive à sortir de son état dépressif, elle prend vraiment une toute autre ampleur, et donc effectivement, aidée, sollicitée de droite et de gauche, elle commence à prendre confiance en elle, sur le plan artistique à tous les niveaux, voilà, aussi bien sur la photo, les feuillages, le chant, et elle arrive vraiment à trouver sa voix et à être le leader de ce groupe et à être la locomotive de ce groupe. Voilà. Une histoire qui est bien foutue, plutôt intéressante. C'est sympa de voir cette évolution du personnage. On est encore dans le rock, tiens, c'est la deuxième BD rock dont on parle aujourd'hui. Yeah, rock and roll. Moi, j'ai trouvé la fin un peu abrupte. La chute, qui est la dernière planche, je l'ai trouvée un peu sèche. Ça m'a un peu cassé le délire. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à quelque chose de plus classique, peut-être, plus. Ça m'a vraiment surpris. Pas vous ? Oui, c'est vrai. Cette fin ouverte. Ouverte et bizarre, on finit pas sur le personnage en fait. Enfin si, on finit sur une pleine planche d'illustration du personnage, mais la dernière image de BD en fait, c'est juste pour dire ça va continuer, ça va. Enfin ça m'a un peu. Alors pour moi, effectivement, l'histoire se coupe de manière assez brutale, mais en même temps la dernière planche. Montre, c'est presque un travail de photo si tu veux, j'ai trouvé ça comme ça, c'est-à-dire de peinture, peu importe, mais on est en contre-plongée et on montre que Violette c'est devenu une déesse, une icône. C'est une icône, elle prend toute la page, elle prend tout l'espace, elle et ses seins. Et un peu ses fesses aussi. Et un peu ses fesses, mais disons que on voit qu'elle a pris la place qu'elle devait prendre, elle a pris de l'ampleur, elle a pris confiance en elle, et cette dernière planche, elle ne pouvait pas être ailleurs dans la bande dessinée. C'est la conclusion. Puis il y a une mise en avant aussi de son tatouage de diamant qu'elle a au-dessus de la poitrine. Il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail sur toutes ces illustrations pleines planches, où on est vraiment dans l'illustration, on est vraiment dans du dessin, qui... t'en prends plein la tête, t'as vraiment... C'est pas une scène d'action, c'est la splash page, ça en jette, parfois des doubles planches, qui nous montrent l'état d'esprit du personnage, qui sont vraiment super travaillés, bourrés de détails, il le disait lui-même, il adore mettre des détails de partout. Alors voilà, tiens, Matt est tombé pile poil sur une bonne page, regarde simplement le détail qu'il y a dans la jupe. Oui. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. En plus, il s'est basé sur des collections, il cite à la fin que Violette est habillée par, j'ai plus quelle marque il cite, mais apparemment il y a des... il s'est vraiment intéressé à la mode autour de ça. Mais comme il le disait dans l'interview, il baigne dedans, c'est son milieu. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est un milieu dont j'ignorais même l'existence. Je ne savais pas que... le burlesque, j'ai entendu parler, parce qu'il y a eu un petit coup médiatique il y a quelques années, donc on en a pas mal parlé. Même très récemment, des artistes de burlesque qui arrivent des États-Unis et qui font leur show en ce moment en France et en Europe de l'Ouest. Par contre, c'est vrai que le milieu des hot rods, du rockabilly, je savais pas qu'il y avait encore des gens qui faisaient du rockabilly. Je pensais qu'il fallait aller dans des endroits américains pour pouvoir en entendre encore. Je pensais pas qu'il y avait des groupes marseillais de rockabilly. Oui, effectivement, le rockabilly, ça reste quelque chose peut-être d'un petit peu marginal. En tout cas, c'est pas ce qui a le plus le vent en poupe. D'ailleurs, de toute façon, dans la bande dessinée, c'est bien expliqué, puisqu'il y a des discussions entre le futur producteur, le futur manager, pour voir. Et clairement, ils savent très bien que c'est pas avec ça qu'ils ils seront pas dans le top 5 des charts, quoi. Ils savent très bien. Dans les productions de maisons de disques, il n'y a pas que des top 5, quoi.
mais il y a une niche pour ça, et visiblement, c'est eux, ils ont pour objectif d'être numéro 1 dans cette niche, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est clairement dit dans la BD, hein, ils seront jamais dans le top 20, et c'est pas grave, parce que c'est pas ce qu'ils cherchent. Exactement. Par contre, le côté burlesque, le côté effeuillage, tout cet univers-là, ça fait un moment quand même que ça le vend en poupe. Je vais reprendre un commentaire de Randall sur le chat où il parle d'Ita Bontis. Dita Bontis, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'elle est sur le devant de la scène. Certes, on la voit pas à tous les coins de rue, mais ça reste un personnage qui s'est fait un nom, même auprès du grand public, même auprès de personnes qui ne vont pas voir des spectacles d'effeuillage. Revenons un peu sur le dessin, justement. On a parlé du sens du détail, de cette richesse. J'ai parlé de ces pleines planches qui sont assez fantastiques. C'est pas un dessin, je pense, qui va plaire à tout le monde au premier abord, mais il est vraiment dans cette ambiance, dans cet univers. En fait, il colle vraiment à l'univers de cette bande dessinée. Oui. Bon, alors après, moi, je suis peut-être pas très bien placé pour avoir un commentaire objectif parce que je suis très très fan du dessin d'Amoretti. Tu parlais tout à l'heure du Chaperon Rouge. Voilà, comme je te disais, il est derrière toi, c'est pas pour rien. Hein. Je suis pas même si je suis enseignant, je suis pas un très grand fan des contes. Hein. Par contre, le dessin d'Amoretti, voilà, ça donne toute son ampleur. Pour information, petite parenthèse, je l'ai prêté à une collègue enseignante qui l'a traité avec des CM2 cette année, et toute la deuxième partie qui est hors conte traditionnel, qui déborde largement du cadre, même plus à des enfants de 10 ans, alors qu'on est... C'est un peu trash. Oui, un petit peu trash, voilà, très en dehors du cadre, on va dire ça comme ça. Mais il y a une vraie qualité, voilà, il y a une vraie qualité, et c'est... Voilà, ce dessin ultra fouillé qui arrive à apporter de l'onirisme, qui arrive à apporter du fantastique, qui arrive à apporter en même temps beaucoup de charme, beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur à toute cette histoire-là. Parce que si on prend le scénario de base, on a quand même un groupe dans lequel on a une histoire d'amour déchirée, une deuxième avec un suicide et une personne qui part dépressive. Tout ça dans un milieu où de toute façon ils feront jamais fortune, ils seront jamais connus forcément du très grand public. C'est pas super gai forcément à la base. Oui, c'est marrant quand ils nous montrent leur premier concert où il y a personne. C'est ça, il y a 4 pelés de tendus, quoi, et les mecs ils discutent entre eux en train de fumer leur pète. Enfin, c'est pas l'ambition, je pense, de tout artiste, quoi. Oui. Donc, le dessin colle bien à l'histoire. L'histoire nous a bien plu. Parlons un peu du bouquin. Très belle édition de Shankama, avec de nombreux bonus à la fin, qui sont vachement intéressants, ne serait-ce que par les illustrateurs qui reprennent un peu cet univers de façon fort jolie. Donc on pense à Mathieu Reynès, à Florent Maudou, à d'autres auteurs que je ne connaissais pas forcément, mais qui font vraiment des dessins très sympathiques. Moi j'ai beaucoup aimé celui de Mig, qui fait d'ailleurs des petits clins d'œil à Amoretti. Oui, premier rang, il y a un premier rang qui est en spécial dédicace. Voilà, et aussi des interviews. Il y a par exemple un gars qui est un spécialiste de hot rod en fait, qui nous explique un peu l'histoire du hot rod, comment c'est arrivé, ce que c'est. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Charlie le cache. Voilà, ça donne envie de s'intéresser au hot rod, alors que je suis pas du tout un fan de mécanique et de voiture, mais j'aime bien ce genre de vieilles caisses. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Je m'étouffe. Donc franchement, il y a du joli bonus, ça le fait bien, quoi. C'est un bel ouvrage, c'est bien sympa, ça se lit un peu vite en fait. Et voilà, quelque part, je suis presque déçu d'être arrivé à la fin parce que l'univers vraiment me botte. Et j'aurais aimé continuer à vivre d'autres aventures pour rester dans cet univers-là. Thio qui a récupéré ses yeux. Qui a récupéré ses lunettes de hipster. Ouais, Alors, j'ai un petit problème de lentilles. À toi. Je valide à peu près tout ce que vous avez dit. Ça se finit. C'est un petit peu trop court finalement, même si c'est beaucoup de boulot, je pense. C'est un truc de malade, je pense. Un truc assez monstrueux, mais une bonne série en 2 tomes. Voilà, c'est. Maintenant, après, François parlait justement d'avoir peut-être des violettes dans d'autres histoires. Je pense que ça peut être pertinent, et moi je dirais une petite image d'une violette dans un scénario d'Arleston, ça peut être c'est marrant de voir Obuesque. C'est marrant de voir qui varie ses univers en fait, vraiment il travaille dans un univers très varié en fin de compte, et j'ai bien envie de voir ce qu'il va donner sur son histoire cthulhuesque là. ouais, ça avait l'air très sympa, ça. Bien sympathique et bien fun.
Voilà. On en a- Commentaire sur le chat, Randall qui disait qu'il n'était pas forcément super fan a priori des quelques planches qu'il avait pu voir en termes de dessin. Finalement, il a peut-être envie d'aller jeter un œil chez son revendeur préféré pour aller voir ça. Même chose pour Arnaud Doucet. C'est pour qui? Bien sûr, les fans de Rockabilly, bien sûr les fans de Hot Rod, mais J'attends les fans de. Je crois que ça tu as va se volé. compter sur le doigt d'une main. Hein. Tu as volé le. Voilà, je veux dire, moi je m'étais trouvé. Enfin, j'avais une petite thématique pour la soirée, et voilà, merci. Pauvre petit Mathieu. Je dirais, pour moi, ça serait peut-être pour ceux qui ont envie de découvrir un univers méconnu. Voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure, justement, du burlesque, des hot rods, d'une culture que moi je pensais réservée aux États-Unis et que je pensais pas que ça existait en France. Et voilà, c'est une curiosité qui ça me donne envie d'aller faire autre chose, quoi. Pour les curieux, c'est ce que j'allais dire en fait. Pour ceux qui veulent découvrir un nouvel univers, un univers méconnu. Oui, et puis ceux qui aiment aussi beaucoup, qui apprécient la sensualité, parce que cette Violette, elle crève l'écran, elle crève les pages. Bon, on va vous quitter à nouveau pour laisser la parole à Antoine qui va nous continuer sa mésaventure dans le passé pour nous raconter l'arrivée des mangas en France. Cette bande dessinée étrange qui fait peur à Ségolène Royal. Carte blanche à Antoine qui nous a laissé sur un gros cliffhanger la dernière fois et qui revient donc sur ses aventures à la découverte du manga dans les années 90. Dans l'épisode précédent, tu venais de lancer un pèlerinage pour aller visiter une librairie à Paris, plutôt que de voir les monuments. Une librairie japonaise particulière qui s'appelait Tonkam. Alors Tonkam, à l'époque, c'était pas encore la maison d'édition qu'on connaissait, c'était surtout une librairie japonaise, bien qu'ils venaient de monter leur maison d'édition pour éditer des mangas, alors pas des mangas qu'on connaissait tels que Capitaine Flamme je voulais dire Captain Airlock ou Ranma Ami ou Dragon Ball, mais des mangas originaux, c'est-à-dire des mangas dont les dessins animés n'étaient jamais arrivés jusque chez nous. Donc j'arrive, je descends de mon métro à Bastille, je vais jusqu'à pied à la librairie Tonkam et je rentre dedans et là c'est un choc parce que je m'aperçois qu'il existe des dizaines de milliers de mangas différents qui ne sont jamais parvenus jusqu'en France, sachant que 99% de la boutique était du manga japonais, en japonais, donc du non traduit. Très abordable. Mais mais à un prix très abordable d'une part, et en plus avec des numéros qui étaient en avance, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas. Par exemple, il y avait un tome de Dragon Ball qui venait de sortir au moment où moi je me pointe là-bas, et la publication française était bien loin de ce tome-là. C'était le 27 ou le 28, quelque chose comme ça, c'était près de la fin. Et le deuxième point, c'est que même les dessins animés qui étaient diffusés en France n'étaient pas arrivés à ce moment-là. Donc moi je me suis jeté dessus, c'est-à-dire que je lisais pas le japonais, mais j'achète un manga en japonais pour savoir ce qui se passe, essayer de comprendre juste par l'image en fait ce qui allait se passer dans le dessin animé. Accessoirement, je découvre aussi que dans ton cas, il y a des OAV, il y a des bandes son de dessins animés qui sont vendues. Alors vite fait, les OAV, ce sont en fait des films qui sont sortis directement en cassette VHS au Japon qui ne passent pas à la télé avant. C'est pas des séries, on appellerait ça des spin-offs, ou des mini-séries, on appellerait ça maintenant. Je découvre un pan de la culture japonaise que je connaissais absolument pas, et je découvre aussi, et là c'est le choc, c'est de me dire que les dessins animés qu'on voit depuis des années en France sont en fait tirés de mangas et non le contraire. C'est-à-dire que la bande dessinée était à l'origine du dessin animé et non le dessin animé à l'origine de la bande dessinée. Parce que nous, on avait eu d'abord les dessins animés, après les bandes dessinées. Donc on avait imaginé que la publication se faisait dans cet ordre-là. Voilà, c'est là qu'on pouvait se dire, franchement, l'adaptation des Chevaliers de Zodiac en manga, il s'est pas foulé au dessin. Hein. C'est ça, par exemple. Et là, on découvre qu'en fait, scénaristiquement, il y a des mangas qui sont beaucoup plus riches et avec un rythme beaucoup plus soutenu, surtout en bande dessinée qu'en dessin animé. Parce que souvent, on a encore le cas aujourd'hui avec des séries comme Naruto ou One Piece, où ils ont des arcs narratifs qui n'existent pas en BD parce que les BD ne sont pas encore sortis.
donc qui rallonge au maximum la sauce. Et en bouquin, on a des choses qui sont beaucoup plus condensées, beaucoup plus vives, avec un rythme beaucoup plus soutenu. Donc moi, je trouve ça plus agréable de lire du manga que de le regarder. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais pour mon cas, c'était ça. Et Tonkam publie aussi des mangas qui sont pas par le biais de sa maison d'édition qui vient d'être montée, mais il publie aussi des mangas qui n'ont jamais été vus en dessin animé en France. Donc en série phare, ils en ont grosso modo 3. Ils ont Video Girl Live, qui est un shoujo manga très très axé sur les relations garçon-fille au moment des années collège. Ils ont RG Veda, qui est un manga plutôt médiéval fantastique par Clamp, des épées géantes. Avec des épées géantes. Et ils ont Ujin, Shin Angel de Ujin, qui est un manga érotique, qui est en fait la version érotique de Kimagure Orange Road, qui a été traduit en France par Max et compagnie. Et donc voilà. Shin Angel avait beaucoup fait parler de lui. Et Shin Angel avait beaucoup fait parler de lui, notamment qu'ils se sont pris une interdiction d'exposition. Très rapidement, ça devait être dans les années 95 à peu près. Donc un an ou 2 ans après qu'ils ont commencé à publier ce manga, ils ont eu une interdiction d'exposition, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le droit de montrer les couvertures à des mineurs. Ce qui a fait une pub monstrueuse pour ce manga justement. Et il a eu l'effet inverse de celui attendu, et les ventes se sont multipliées parce que les gens se disaient il y a des choses qu'on veut nous censurer, qu'on veut nous interdire, qu'est-ce que c'est? Et donc ils achetaient Shin Angel pour savoir, quoi. Et donc on a donc Glénat qui lui a misé sur des valeurs sûres et qui les a fait connaître. On a Tonkam qui nous fait découvrir de nouveaux titres. Et les autres s'y mettent. Après 1995, d'autres éditeurs décident de se lancer dans l'aventure. Alors il y a bizarrement J'ai lu, qu'on connaissait avant tout pour ses romans de poche, qui décide d'éditer City Hunter, alias Nicky Larson. Il y a Kana, donc, qui est le fer de lance manga du groupe d'Argo, qui se lance dans la publication des Chevaliers du Zodiaque. Pour l'instant, ces deux-là restent dans des valeurs sûres, au même titre ils suivent la trace qui a été ouverte par Glénat. Et une troisième voie, il y a eu Casterman, qui décide d'éditer plutôt du roman graphique japonais, et donc du manga à destination des adultes, avec comme auteur principal Taniguchi, qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui à l'époque était complètement inconnu, et que Casterman décide d'éditer par leur filiale Casterman Manga, qui deviendra plus tard Casterman Écriture. À ce moment-là, donc en 1995, donc on oublie un petit peu les guerres de clochers, de savoir si on doit publier du manga ou pas, puisque tout le monde s'y met, puisque le succès commercial est là, et donc tout le monde se met à vendre du manga. Donc les associations traditionnelles qui avaient lutté contre perdent un peu pied là-dessus. La guerre est perdue, quoi. Et donc à ce moment-là, tout le monde veut vendre du manga, on en trouve partout. Donc on en trouve en grande distribution, on en trouve dans les magasins de jeux vidéo, on en trouve dans les maisons de la presse, dans les kiosques, dans les quasiment chez le boucher ou boulanger. Il y a qu'un type de magasin qui freine les cas de fer pour pas en vendre. C'est bizarrement les magasins spécialisés de bande dessinée, les librairies spécialisées en bande dessinée, qui voient ça depuis longtemps d'un très très mauvais œil, au même titre que les auteurs dont j'avais parlé dans la première partie, les auteurs de Glénat, qui tiennent un petit peu le même discours. Donc les mangas sont soit rangés, planqués derrière le comptoir, donc on peut pas y accéder. J'ai d'ailleurs moi une anecdote à ce sujet où j'entre dans une librairie, donc je citerai pas le nom pour pas leur faire de mauvaise pub, parce que j'estime quand même que c'est une bonne librairie malgré tout. Mais sur le rayon manga, donc ça fait un assez beau rayon manga pour l'époque, hein, c'était une étagère. Il y avait un petit panneau qui était accroché et sur lequel on pouvait lire un truc du type « Prouvez-nous que les lecteurs de manga sont des amateurs de BD comme les autres en laissant ce rayon rangé ». Sympa, ouais, ça donne un peu l'ambiance. Ça donnait un peu l'ambiance des libraires BD de cette époque qui se disaient bon, on vend du manga parce que commercialement on est un peu obligé et ça fait partie de nos ventes quand même, donc on ne peut pas passer à côté, mais si on pouvait s'en passer, ce serait aussi bien. Bon, aujourd'hui, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, et heureusement, je pense que c'était plutôt une méconnaissance des mangas à l'époque que vraiment une véritable volonté de nuire.
Mais malgré tout, il restait cette image du manga, du mauvais manga. Et c'est Casterman qui, notamment donc à Taniguchi, à sa collection écriture ou Casterman manga, a fait petit à petit, a permis aux libraires de changer un peu leur façon de voir le manga, en publiant donc du roman graphique, du manga roman graphique. En plus, Casterman, à ce moment-là, engage Frédéric Boilet comme, alors c'est pas directement dit, mais comme directeur de collection de Casterman Écriture. Frédéric Boilet, donc, qui est au Japon, que vous avez d'ailleurs interviewé au Festival des Calanques et des Bulles, donc je renvoie, cette interview pour l'historique complet de Frédéric Boilet au Japon. Et donc, à ce moment-là, Boilet commence à vouloir faire des ponts entre le Japon et la France en faisant des échanges culturels sur la base de la bande dessinée. Et des auteurs francophones sont appelés à travailler au Japon pour faire des bandes dessinées pour le marché japonais. Et de ceux qui en ont fait, moi je retiendrai surtout un nom qui est celui de Baru, qui a fait un manga qui s'appelle L'autoroute du soleil, qui est absolument magnifique, qu'on doit trouver encore aujourd'hui chez Casterman Écriture. Et voilà. Et donc à la base, c'était un manga qui était prévu pour le marché japonais. Il y a eu Trondheim qui était parti aussi, il me semble. Ouais, Trondheim. Il y en a eu beaucoup, des auteurs qui ont fait un saut là-bas sous l'impulsion de Frédéric Boilet. Et donc grâce à ça, grâce au fait que des grands noms de la bande dessinée comme Baru se mettent à faire du manga, les libraires bande dessinée spécialisés sont un petit peu plus enclins à accepter petit à petit les mangas d'envahir leur espace franco-belge, diminuer leur espace franco-belge pour mettre un petit peu de manga. En parallèle, la BD francophone, donc qui commence à percer percer, c'est beaucoup dire, mais à se faire une petite place dans le microcosme japonais, aussi par le biais d'un auteur qui est un incontournable, qui est Moebius. Donc, on connaît l'influence à l'étranger de Moebius. Sa BD était déjà arrivé jusqu'au Japon. Et aujourd'hui, des gens comme Miyazaki, comme Otomo ou encore Taniguchi se revendiquent de l'influence de son travail, quoi. Donc c'est quand même un auteur qui a beaucoup joué, même au Japon, quoi. Donc, je crois que c'est le seul auteur qui a pu influencer les trois, on va dire, grandes écoles de la bande dessinée à travers le monde. Exactement. Et il existe d'ailleurs un ouvrage qu'il a fait avec Taniguchi, qui est un ouvrage de commande, qui est pas ce qu'il a fait de meilleur, mais qui a le mérite d'exister, qui s'appelle Icar, qui doit être publié chez Casterman de mémoire, que vous pouvez trouver, donc de Moebius et de Taniguchi. En parallèle, en France, les éditeurs essayent de reproduire les modèles japonais en se disant ça a marché chez nous, pourquoi ça marcherait, ça a marché chez eux, pourquoi ça marcherait pas chez nous, et décident de lancer des magazines de prépublication. Alors il y en a eu deux principalement gros. Il y a eu Kamea et il y a eu Manga Player. Donc Kamea c'était Glénat qui a lancé ça, et Manga Player c'était grosso modo Player One avec un petit peu d'autres éditeurs derrière, tels que Darko. Qui avait surtout l'intérêt de proposer des choses dans des genres vraiment variés auxquels on ne s'attendait pas forcément. C'est ça, parce que c'était les premiers aussi qui ont donné la parole à des auteurs francophones de faire du style manga. Ah, ça, j'en avais pas le souvenir. Si, parce qu'il y a eu l'auteur de Sillage, j'ai bouffé son nom. C'est Bûcher. Voilà, Bûcher qui a publié, je crois qu'il a prépublié HK. Dans Kamea. D'accord, c'est possible. Moi, Kamea, je m'en souviens surtout parce qu'ils m'ont fait découvrir, je le savais pas trop à l'époque, des auteurs comme Urasawa. Ouais. Parce qu'ils avaient prépublié Pineapple Army. Oui. Ils avaient fait des prépublications dans des genres variés. Il y avait du shoujo aussi, il y avait du seinen. Ouais, il y avait Crying Freeman. Ouais, le seinen qui est un genre qui est arrivé globalement assez tardivement. Par Crying Freeman justement. Et en partie par le cinéma. Et Manga Player, ils avaient fait un superbe hors-série, ils avaient fait des superbes hors-séries qui m'ont fait découvrir une très belle adaptation de Lodos avec un dessin vraiment magnifique, La Dame de Thalys, qui a été réédité il y a peu dans une édition très jolie. Tout à fait. En tout cas, ces magazines prennent un petit peu, commencent à arriver en librairie, en kiosque. Malgré tout, c'est pas un succès retentissant, notamment parce que le fait que Manga Player est soutenu par
par sa filiale jeux vidéo, et que fin des années, parce que Camera c'est 94-98 et Manga Player c'est 95-99, et fin des années 90, on a quand même l'arrivée massive d'Internet dans les foyers, et que petit à petit, la presse de jeux vidéo elle devient de moins en moins affluente parce que le net prend de plus en plus de place, et que les joueurs s'échangent par forum interposés, par démos qu'ils peuvent télécharger et tester, c'est directement par internet avec les forfaits illimités. Et donc ça devient de plus en plus dur pour la presse vidéoludique, qui sont obligés fin des années 90 d'abandonner les prépublications de manga parce qu'ils vont péricliter, quoi. Ce qui était aussi intéressant dans ces magazines, pour revenir là-dessus, c'est qu'ils s'intéressaient aussi à la culture asiatique et que dans tous, il y avait du rédactionnel qui allait un petit peu plus loin que de nous montrer juste les mangas et qui nous expliquait un peu les différences culturelles qui sont énormes et phénoménales entre l'Europe et le Japon. Tout à fait. Bon, faut bien voir que ces magazines-là, ils étaient très inspirés du Jump. Et voilà, ils essayaient de reproduire le Jump en France, quoi. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on avait pu depuis longtemps, depuis la disparition de Tintin et de Pilote, on avait pu cette notion de prépublication. C'était un petit peu perdu. Il y a du métal. On le retrouvait encore un peu à l'époque dans Bodoy. C'est peut-être arrivé après Bodoy, c'est 98. C'est peut-être arrivé après, mais surtout Bodoy, ça s'adressait à un public qui était pas le même public que Pilote ou Tintin. C'était beaucoup plus adulte, Bodoy, comme bande dessinée, comme façon de voir la bande dessinée. Là, ils ont vraiment essayé de faire un genre qui était lié aux ados, quoi, et aux jeunes adultes pour les attirer et pour leur faire acheter du manga. En tout cas, c'était une belle expérience, mais ça a un peu périclité et ça n'a pas duré. Bon, il y avait peut-être aussi le choix des séries qui n'a pas été excellent sur l'ensemble de la publication et qu'on a un petit peu pâti. Je me souviens qu'il y avait des séries qu'on adorait comme Apple Seed, par exemple, qui étaient publiées dans Camera, et puis qu'il y avait des séries qui étaient moins bonnes, notamment je pense à Dirty Pair, par exemple, qui était un manga fait par un Américain. Qu'on a connu en France sous le nom d'Anne et Dany, il y a eu un dessin animé. Ah oui, peut-être, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Toujours est-il que voilà, c'est moi de mon côté, je trouvais que le décalage était trop grand, quoi, entre un Crying Freeman qui était excellent, un Apple Seed qui était excellent, et puis un Dirty Pair qui était peut-être moins percutant et plus léger, quoi. Oui, de toute façon, c'était l'objectif de la série. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça. Je pense qu'aussi, on avait peut-être pas forcément le recul pour se dire, oui, mais ça, c'est pas du tout, enfin, pour comparer des séries. C'est ça. On avait aucune expérience. Il faut bien voir qu'à l'époque, tout ce que les éditeurs sortaient était un carton en termes de vente, parce que le public en demandait toujours plus, et on avait l'avantage, comme on avait 40 ans de retard sur les publications japonaises, on avait l'avantage de n'avoir accès qu'à des très bonnes publications, parce que les éditeurs publiaient que ce qui avait marché au Japon. Donc globalement, ce qui avait marché, c'était des trucs qui étaient très bons. Puis il y avait des défricheurs, comme un petit fanzine qui pouvait se permettre, parfois c'était un fanzine sympa qui se permettait d'avoir même des fois des pages couleurs au milieu, tu vois, en encart. Ça s'appelait Animeland, c'était dur à trouver, il fallait aller dans les librairies spécialisées et tout. Mais notamment à Tonkam. Voilà, un très très bon magazine qui est resté d'ailleurs, parce que je comprends, même si je le lis plus trop, mais qui a commencé vraiment par des fans qui ont fait ça dans leur cave, on va dire. Ah oui, parce que c'était vraiment un fanzine au sens premier du terme, où les gars, ils faisaient des photocopies et ils les laissaient dans certains magasins de Paris à vendre 2 francs ou 5 francs à l'époque. Voilà, ils payaient leurs photocopies avec ça, ils gagnaient rien avec ça, si ce n'est la passion de faire partager ce que eux découvraient. Et voilà, ces mecs-là se mettaient au japonais juste pour comprendre le manga. Enfin, c'était un peu de la folie à l'époque, quoi. Mais bon, aujourd'hui, ça c'est un peu, je dirais que ça s'est un peu perdu, mais à l'époque, on était vraiment dans une époque de défricheurs, de gens qui découvraient un nouveau territoire et qui partaient dans tous les sens, en se disant, il y a sûrement d'autres trucs à voir, et qui découvraient chaque semaine, on découvrait des nouvelles perles, quoi. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, vu qu'on a rattrapé toutes les publications à succès. Qu'aujourd'hui on vit au rythme des publications japonaises et des succès japonais, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui il y a beaucoup plus d'échecs en termes éditorial sur les mangas, parce que les éditeurs prennent plus de risques à éditer des choses qui ont moins bien marché au Japon,
parce que tout ce qui a très bien marché sont soit prises d'assaut par les gros éditeurs, ou soit voilà, il y en a pas non plus des centaines qui sortent chaque année des trucs excellents, quoi. Donc des One Piece, il y en a un tous les 10 ans, voilà. Faut attendre 10 ans pour avoir le nouveau One Piece. On sent un peu de regret vis-à-vis de cette époque de découverte et de défrichage total du manga. Ben oui, parce que à l'époque, on avait quand même accès, enfin, comme je disais, quasiment chaque mois, on avait des nouveautés, et chaque mois, ces nouveautés étaient excellentes, toutes. Alors, c'était pas forcément bien traduit, il y avait des gros problèmes éditoriaux, notamment en termes de maquettes. Parce que quand Glénat a commencé à publier des mangas, il les publiait en français selon la sens de lecture français. C'est arrivé, le sens de lecture japonais est arrivé 2-3 ans plus tard. Les onomatopées étaient traduits. Donc il n'y avait pas les petits astérix comme on a aujourd'hui sur les plaques ou les gravures des magasins, ce genre de choses sur les enseignes des magasins. Avec la traduction dessous, on avait carrément un gros placard fait sur Photoshop salement avec du Comic Sans voilà, qui venait en traduction brute sur l'endroit qui avait été masqué, quoi. Donc il y avait quand même, c'était pas tout beau, c'était pas tout rose, mais voilà, il y avait quand même des nouveautés hallucinantes. On découvrait quasiment un nouveau monde. Voilà, imaginez, aujourd'hui, on découvre 40 ans d'une culture complètement inexploitée du jour au lendemain, quoi. Ce souffle pionnier de la découverte, de se dire, moi j'étais là, j'ai vu ça arriver. Donc c'était une bonne époque, mais c'est une époque qui ne se reproduira certainement plus, notamment grâce ou à cause d'Internet. Et par le fait qu'on est tout de suite, dès qu'une nouveauté est sortie, on y a tout de suite accès, de manière légale ou non, pour la découvrir. Et dès qu'il y a un succès au Japon, en France, on est averti dans la semaine qui suit, quoi. Donc avec des gens qui les traduisent, avec des gens qui partagent cette information en disant voilà, va sortir ça, c'est excellent, c'est en train de faire un carton au Japon. Merci pour ce petit voyage dans le temps. Ça m'a en tout cas rappelé plein de bons souvenirs de ma lointaine jeunesse. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Twitter à l'adresse @strat, STRATE. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te lire ? On peut me lire aussi sur onoraliver.net, qui est mon blog sur lequel on peut commander notamment mon livre qui s'appelle Du ce qu'est le forgeron, qui est un conte pour préadolescents, grosso modo. Et pour conclure cette petite chronique, ceux qui veulent approfondir un petit peu plus l'histoire du manga et du jeu vidéo, tel qu'on en a brossé rapidement le portrait au cours de ces 2 derniers podcasts, il y a un livre qui existe qui s'appelle Les Chroniques de Player One, qui a été écrit par Olivier Richard et Alain Kahn, que j'ai lu, que je vous conseille vivement, qui est bourré d'anecdotes sur la rédaction de Player One et donc sur l'arrivée du manga, sur les déboires de Jacques Glénat avec les associations conservatrices, etc. On a parlé aujourd'hui, mais beaucoup plus détaillé. Voilà. Ok, merci beaucoup et à une prochaine fois. Ciao. Merci, à plus. Online. Et alors, papy, ta lointaine jeunesse. Ouais. Oh, cette phrase, elle est mythique, faut la garder. Hein. Avant de repartir sur le online, on va faire un petit détour sur Twitter où vous pouvez suivre le hashtag OECLive, où Xavier Gilbert nous précise que ce n'est pas Boilé qui est responsable de l'export des Français au Japon, mais Pierre-Alain Zighetti, qui était alors chez Kodansha durant la première moitié des années 90. Boilé ne partira que plus tard. Et pour Kaméa, il faut faire attention à la nuance. Il y avait le magazine et la collection. Bûcher et Co. et compagnie ont été publiés dans la collection, qui était la collection d'Akira, Ghost in the Shell, etc. Revenons au online, qui est le sujet. Déjà, je voulais vous signaler que Mauvais Esprit, qui était un magazine online de bande dessinée d'humour, qui avait un modèle payant, a décidé de passer au modèle gratuit. Alors, ils ont mis de la pub, ils ont mis une régie de pub. Je vous recommande grandement d'enlever votre adblock quand vous allez chez eux, ça leur permet de manger et en plus d'avoir gratos plein de BD très très drôles. Je voulais vous parler des nouveautés de Sponge Comics. Sponge Comics, on en avait déjà parlé, donc c'est un site de bande dessinée en ligne gratuite qui permet d'avoir pas mal de BD, souvent qui utilisent les techniques de Turbo Media. Ils ont démarré leur 2e saison avec des nouvelles séries et une ancienne qui reste là. Donc il y a 2 baseurs qui restent toujours là, qui étaient la suite de ce qui avait été publié en album et qui publient quelques one-shots assez rigolos qui peuvent se lire même si on ne suit pas la série.
Il y a Spartacus par Marco, qui est franchement très sympa. Marco avait fait une autre série précédemment sur Sponge Comics, qui était en Turbo Media, et ça fonctionnait pas très bien à mon goût. C'était celle qui sur le Turbo Media fonctionnait le moins bien. Mais là, pour Spartacus, franchement, il y a un style qui va vachement bien. On est plus sur de la planche classique, et c'est très très efficace, c'est très bien. Il y a Vibe, une série américaine, il me semble, je me souviens plus de son origine, mais en tout cas c'est une traduction très péchue, graphiquement assez impressionnante et très très sympa. Et il y a Homme, la série de Mosky, qui en jette une sorte de post-apo, où on a un mec qui sort du bunker où il est le dernier survivant pour aller voir ce qui se passe dehors, alors qu'on lui a dit que c'était horrible, et qui découvre le monde et un robot, et qui est vraiment très bien foutu, et qui utilise la technique du Turbo Media pour le coup. Donc je vous recommande d'aller faire un tour sur Sponge Comics. Tout est gratos sur le site, et c'est vraiment très 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 bien. Voilà, là les deux autres sont en train de regarder leur téléphone. Je ne sais pas dans quel genre de délire ils sont. Ils n'ont rien écouté à ce que j'ai dit. Si, nous avons tout à fait écouté Monsieur Pierrick Sponge Comics, mais non, enfin, c'est toi qui nous as parlé en fait de cette magnifique application photo qui a débarqué sur la dernière mise à jour d'Android, et on était un petit peu scotchés. Ouais, regardez, vous avez vu la dernière application photo sur Android? Et nous revoilà en live. Oui, parce que nous on était encore. Et là, il va falloir que tu fasses ton jingle en direct, parce que c'est comme ça, tu sais que tu fais ton jingle en direct. Une entente parfaite sur la base de l'adieu très honnête, résout les problèmes, réconciliation totale, réconciliation, touchage du fondement. Eh bien, Dr Tizak, de quoi allez-vous nous parler Eh bien, comment se dire sans transition? Donc, émission numéro 86, en commençant avec un petit commentaire de Keyang qui d'emblée remet les points sur les i, les barres sur les t et les y à leur place, en ce qui concerne la différence entre tie-in et backup. Donc je vous invite à aller jeter un petit œil à son commentaire, puisqu'il a recadré un petit peu le mauvais usage qui a pu être fait, notamment de ta part, Pierrick, en ce qui concerne l'utilisation de ces termes tie-in et backup. Mais c'est quoi la différence? Eh bien, je t'invite à lire les commentaires. Il a également relancé. T'as mieux préparé, toi, tu connais. Non, mais c'est là, si tu veux, je peux te le lire, hein, mais voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Non, l'intérêt, c'est d'aller inciter les gens à aller sur les commentaires. Comprend rien, lui. Il a également relancé une petite discussion autour de la BD numérique. Je dis relancé parce qu'en fait, ça date de l'émission 85, qui avait été évoquée dans la carte blanche de Merton. Il détaille un petit peu le fonctionnement de Comixology et trouve ça relativement cher finalement. Un constat relayé par Torch qui confirme ça et qui propose d'ailleurs son petit conseil. Hein, il est comme ça, Torch. Il nous donne des petits conseils. Allez à la bibliothèque. Le conseil de Torch. Le conseil de Torch. Bon, en même temps, il y met un petit bémol. Hein. Oh mon Dieu, mais on va croiser des vrais gens. Oui, c'est vrai. Mais bon, vous pouvez vous en remettre. Mais il faut une bonne bibliothèque. Oui. Alors ça, après, faut choisir sa municipalité, quoi. J'ai envie de dire. L'attaque politique. Continue. Ah oui, tu vois ça tout de suite. Ouais, mais tu dis ça en période d'élection, il commence à parler de bibliothèque, tout ça. Attention. Et là, attends, je dis un gros attention. Je sors mon carton jaune ce soir. Ah oui, je suis comme ça. Contre Toturi. Et oui, je sais, Toturi qui pourtant est un fidèle auditeur de la presque première heure, mais il se permet, ce gentil monsieur, peut-être parce que justement c'est un vieux de la vieille, de ne pas écouter en intégralité l'émission. Et moi, personnellement, voilà, on fait ça avec amour, et voilà, moi ça me touche, moi. Bon, ceci étant dit, il est peut-être pas totalement tort, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que les Express sont très axés comics. T'imagines quand même que ça fait 2 minutes qu'il parle de lui, on sait toujours pas ce qu'il a dit. Mais justement, j'y arrive. C'est fort. Tu sais, il fait monter le suspense comme ça. Suspense. Vous aimez la suspense. Surtout que là, il commence à se faire tard, le timing. Vas-y, enchaîne. Allez, on va y aller. Donc, bref, Monsieur Toturi se permet de zapper les Express parce que beaucoup de comics. Et c'est peut-être pas sa tasse de thé. Et je comprends un petit peu sa remarque. Donc, faute avouée, t'as moitié pardonné, mon cher Toturi. Mais bon, voilà. On va peut-être faire un petit effort de notre côté. Non, c'est vrai qu'on met beaucoup de comics en Express. C'est vrai. Et donc, voilà. C'est surtout parce que c'est souvent les séries qui ont 40 000 tomes et que, on va en parler plus longuement, pas en Express, que quand il se passera un truc qui va bouleverser la série. Sinon, on va redire toujours les mêmes choses. Mais justement, justement, c'est qu'on met toujours le comics en Express, à chaque fois. Et oui. C'est vrai. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une remarque d'Antoine qui voudrait un petit peu plus de parité, non pas entre hommes et femmes, mais entre manga et comics. Manga, c'est dur parce qu'on en lit pas. Enfin, si, peu. D'ailleurs, si. On y travaille. Attends, et aussi bien Master Keaton. Oui.
Regarde, ils sont là sur les étagères, et puis on a l'histoire des 3 Adolphes. Aussi qui va arriver. Voilà, qui va arriver incessamment sous peu. Donc on prend en compte ces petites remarques. Il y en a toujours Death Note dans le fin fond d'un coin qu'il faut que je finisse. Oui, non, mais faut arrêter d'en parler dessus là. Bon, heureusement, Toturi se rattrape puisqu'il nous fait part de son expérience autour des différents abonnements aux revues qui sont nouvellement sortis, dont notamment Professeur Cyclope, Arg, Papier, et toujours sur les revues, Lunch et Antoine ont été happés par l'excellente revue dessinée. Antoine d'ailleurs s'est abonné un petit peu par notre faute. Le petit Lunchounet qui relance le débat sur la définition de la BD autour de la place, de la nécessité du texte par rapport à l'image, etc., etc. Commentaire intéressant, ceci étant dit. Allez-y de votre petit grain de sel. N'hésitez pas à poursuivre la discussion. Et on terminera pour cette émission 86 avec Tourch qui nous fait des petites félicitations quand même pour la grande qualité de l'émission. Et moi j'ai bien envie d'en parler dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup. Merci. Émission 87. Alors là, attention, on a moins de commentaires. C'est normal, c'était il y a moins longtemps. C'est ça. Mais attention les commentaires. Enfin, prenez votre temps, sortez-vous une tasse de café, asseyez-vous. Donc on a que 2 commentaires. Le premier enfin pas le premier d'ailleurs, mais je vais commencer par Lunchounet, qui outre une petite remarque d'architecte concernant le Arc de Triomphe, qui effectivement ne lui a pas trop donné envie de lire le bestiau. Tu m'étonnes vu nos commentaires. Oui, on l'a peut-être mal vendu, je crois. Bon, je pense qu'on a fait. Enfin voilà. On a dit ce qu'on pensait. On a dit ce qu'on en pensait. Il y va lui de son avis sur le financement participatif et ses éventuelles conséquences pour les intermédiaires et en finalité pour les libraires. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire de votre côté. Il a également apprécié et partagé ce qui a été dit dans la carte blanche donnée à Antoine. Ensuite, le deuxième commentaire concerne cette fois-ci Monsieur P, qui nous propose de découvrir un jeu de rôle qui doit sortir ce mois-ci, en novembre, et qui est basé sur Corto Maltese. Faut avouer que la façon dont il nous a présenté tout ça donne très 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 envie, n'est-ce pas, Petit Pied ? Oui, très envie. Donc, c'est beau, Corto Maltese. C'est ça, c'est beau, ça a l'air plutôt bien foutu. En tout cas, la façon dont il a nous présenter la chose est assez alléchante. Et puis pourquoi pas se refaire un petit scénar, Pierrick, voir une campagne. Oui, un jour, peut-être. Quand j'aurai autre chose à faire qu'organiser des podcasts longs, interminables. Et toujours Monsieur P qui nous parle... Juste quand même pour te couper, en fait, ce qui manque surtout au maître du jeu, c'est des joueurs. Enfin, moi, personnellement, ça va, je suis là. Comparativement à avant, maintenant, je suis là. Nos joueurs ont 18, 19... La solitude... pardon. Oh, l'enfoiré. Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Donc, Monsieur P qui nous parle longuement d'un joli coup de cœur, outre donc le jeu de rôle Corto Maltese, cette fois-ci, il revient sur Oklahoma Boy, qui a été publié partiellement chez Manolo Sanctis et qui là revient en version intégrale chez Vite Cocagne, par le biais d'un financement participatif par la plateforme Ulule. Et donc Ulule. Et donc lui, c'est grâce à ça qu'il a finalement découvert cette petite pépite, pour reprendre son terme. C'est un gros coup de cœur pour lui, donc je ne vous en dis pas plus. Allez lire son commentaire pour vous faire votre avis et peut-être nous donner le vôtre et lire un petit peu tout ça, participer au projet, etc., etc. Il laisse également deux liens qui présentent justement ce travail-là. Donc même chose. Merci pour tous ces commentaires, merci pour toutes ces infos, Monsieur P. Et ben voilà, on a fini. On a fini. T'as vu, tu m'avais donné un temps limite, je suis resté largement dedans. On est pile poil dans le timing, on va réussir à finir avant 23h, on est vraiment trop balèze. Ouais. Eh bien, sur ce, je crois qu'on va vous encourager à continuer à aller faire un tour dans les commentaires. Nous, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. C'est quand même toujours très sympa, on a souvent beaucoup de précisions, de choses à découvrir. Vous nous donnez nous aussi envie d'acheter des BD. Et c'est plutôt cool. Et si vous voulez nous faire découvrir des mangas, comme ça peut-être qu'on fait un petit pitch et peut-être qu'on en... Non mais j'ai une liste déjà de mangas à découvrir. Ouais, mais moi non. Donc si tu vois, un petit achat de temps en temps, ça peut être sympa. Ouais. Donc recommandez-nous du bon manga. Pas des trucs en 45 tomes, parce que sinon on risque d'en parler dans 50 ans. Le temps de rattraper notre retard. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, OneNaipier. Vous pouvez aussi suivre Oberon1370. Nous avons toujours notre page Facebook, notre page Google+. J'essaie d'alimenter ces pages de temps en temps avec quelques liens sympathiques. Et puis je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là et vous dire au revoir. On se revoit dans 3 semaines parce que c'est un long mois et que nous arrivons dans 3 semaines. Donc en différé pour une émission pleine de surprises, même si on l'a déjà enregistrée en fait. On est trop fort.
Je Au tiens quand revoir. même à remercier tous les gens qui étaient avec nous sur le chat. Randall, Azertov, Arnaud Doucet. Moski, Arnaud Doucet, etc. Merci pour vos commentaires et puis à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.